Dans la dernière heure de cet épisode de Maurice c'est la nuit daté du mardi 4 juin 2024, François de Paris, Jérémy de Nîmes, Kader de Troyes, Laurent de Miami, Marie du Vésinet et Pascal de Paris sont là pour nous donner leur point de vue sur l'immigration, la drogue, ce qu'est un pays souverain, tout ça en pleine ambiance préélectorale pour le scrutin d'où sortiront nos députés européens. Au liqueur et bonne écoute. La direction de Maurice Radio Libre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radio Libre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. La personne dont tu parles. Vas-y, Marie. C'est un peu le sujet. Non, mais je vais abréger. En fait, c'est quand même l'information capitale, c'est que Poutine désigne des responsables du déclenchement. Pour lui, c'est clairement la CIA. Parce que c'est pour ça que je comprends pas très bien Emmanuel Macron qui veut absolument déclencher la guerre avec la Russie. Parce que Poutine s'en fout de la France. Hein. Lui, c'est les États-Unis. Pour lui, c'est la CIA qui pilote tout en fait depuis le départ. Depuis le coup d'État en 2014. C'est pas la CIA qui pilote le fait que lui envahisse l'Ukraine. Non, je dis pas que c'est vrai. Je dis juste ce qu'il dit en fait, et que en fait pour lui c'est même pas les présidents américains qui sont juste des porte-paroles, c'est en sous-main là ce serait la CIA. Bah, qui la a CIA c'est la destruction de Nord Stream. Ouais, enfin la CIA c'est un organisme qui est dirigé par les présidents américains. C'est pas un organisme qui est libre et qui fait ce qu'il veut. C'est comme était le FSB chez lui là-bas. C'est un organisme qui est au service des gouvernants et qui change sa politique, sa tête, son comportement en fonction des présidents. Bah en fait justement il explique que il a eu des entretiens avec Bill Clinton et Bush, Poutine lui-même, et que la Russie à un moment a fait un effort, un pas vers l'Occident en fait après la guerre froide pour avancer ensemble avec l'Europe et les États-Unis pour faire un grand bloc. Pour rejoindre l'OTAN aussi. Oui, pour rejoindre l'OTAN. Et donc il a demandé les relations après la guerre froide étaient bonnes et plutôt. Mais Marie, est-ce que tu as déjà entendu un citoyen russe parler librement, toi? Tu as déjà entendu un citoyen russe? Là, il y a quelques mois, il y a un mec qui était un opposant. Alors, c'était pas un mec qui était fait de petits laits, qui était très gentil. Il y a un mec qui était un opposant de Vladimir Poutine. Il l'a mis dans une première prison, dans une deuxième, et ensuite il l'a tué. C'est de ces gens-là dont tu parles, que tu essaies de nous faire comprendre que il faut les écouter. Tu as envie d'aller t'installer en Russie? Faut le faire. Je pense que si tu débarques avec tes valises. Tu sais, en Occident, on a Julian Assange qui est en train de croupir dans une prison, qui a été défendu par Dupond-Moretti et son cabinet à un moment donné. Aujourd'hui, on lui propose pas l'asile en France. Voilà, mais il n'est pas mort. Il n'a pas été battu à mort par des gens. Il n'est pas mort, mais il est torturé psychologiquement. Et ce n'est pas un opposant à un président. C'est un mec qui est accusé par plusieurs États d'avoir enfreint la loi et donc qui normalement devrait être en prison puisqu'il a fait des choses que les gouvernements et que les lois répriment. Donc voilà, tu ne peux pas. Tu ne peux pas comparer Julian Assange au mec qui est mort. Comment il s'appelle l'opposant russe qui est Alexei Navalny. À Navalny. Tu vois, il faut raison garder, regarder les choses parce qu'autrement tu vas le faire. Il y a des gens qui vont venir te dire qu'il y a des mecs qui sont dans les prisons, qui ont vendu du shit, qu'ils devraient pas être en prison. Enfin, tu vois, ça va pas marcher. Je crois qu'on commence comme ça. T'as raison, comparer ce qui est comparable. Si tu veux bien. Oui, tout à fait. Bon, simplement, il a quand même dit que la Russie, après la guerre froide, a vraiment fait un effort pour créer un grand bloc avec l'Europe et les États-Unis, pour trouver des accords et puis partir sur de nouvelles bases. D'accord, mais c'était pas Vladimir Poutine qui était après la guerre froide, qui était aux affaires en Russie. Il était au FSB, lui, c'était le patron du renseignement. Oui, alors non, il y en a celui d'avant, alors c'était Boris Eltsine, je crois. Medvedev. Non. Medvedev, c'était Poutine déguisé en quelqu'un d'autre. Ah oui.
Oui, c'était Boris Eltsine, je crois, non? C'est pas... Oui, c'était Boris Eltsine Oui, Boris qui a demandé Eltsine, à c'est le mec qui aimait bien manger. Boris Eltsine a demandé à rejoindre l'OTAN. Il avait pris un peu trop de vodka. Lui, il Alors, était je sais pas. Enfin, Boris Eltsine. Et puis non, mais d'accord, on est d'accord, Marie, tout ça, on le sait, on était vivants à ce moment-là. Il y a un moment, et tu vois, il faut regarder quand même la situation. Moi, si j'ai peur, j'ai peur parce que notre président veut absolument qu'on fasse la guerre avec les Russes, et les Russes ne sont pas des gens qui vont, les mecs, ils vont bombarder Dijon demain, quoi. Et ils vont pas. Moi, c'est pour ça que j'ai peur. Je suis pas en train de me dire mais non, mais ils sont très gentils, regarde, ils voulaient rentrer dans l'OTAN, ils voulaient ci, ils voulaient là. Non, moi je veux pas vivre en Russie. Mais personne ne peut justifier une agression c'est sûr. Mais on sort, si tu veux, il rappelle, si tu veux, après la guerre froide, il a essayé de créer des accords avec. Oui, bon, et alors, je veux dire. Oui. Et attends, laisse-moi finir. Et aujourd'hui, lui, il prend comme une provocation ultime l'expansion de l'OTAN vers ses frontières. Il peut pas. Par rapport à son histoire, il ne peut pas accepter. Il a averti. Il ne peut pas supporter le coup d'État du gouvernement ukrainien en 2014. Il ne peut pas supporter. Mais quel coup d'État du gouvernement ukrainien? De base de l'OTAN autour de ses frontières. Quel coup d'État? Les mecs, ils étaient dans leur pays. C'est lui qui fait des coups d'État. Les Ukrainiens, ils ont pas fait de coup d'État dans leur propre pays. Eux, ils sont régulièrement attaqués. Ils ont été régulièrement attaqués. Rappelle-toi, c'est le premier pays au monde, l'Ukraine. Pour ceux qui écoutent le programme, vous pouvez acheter les émissions de l'époque. C'est le premier pays du monde qui a été dans le noir. Vladimir Poutine a coupé l'électricité à l'Ukraine. Rappelez-vous la révolution orange, tout ça. Il leur a coupé le jus. Il a mis 0. Il a éteint. Ils étaient dans le noir, les mecs. C'est quoi? C'est de leur faute? Non, alors c'est toute la question, Maurice. On y est là, parce qu'en fait, toi tu dis c'est pas Poutine qui a fait le coup d'État. Poutine dit si c'est les États-Unis qui sont derrière qui ont fait. Mais le coup d'État. Mais oui, mais parce que c'est tous tes amis qui te racontent des sornettes. Alors voilà, on y est. Ce que l'on sait, c'est que les Ukrainiens étaient dans leur pays et qu'il y a des histoires avec les Russes et que les Russes s'installent progressivement dans ce pays, se sont installés progressivement dans ce pays en te racontant la CIA, le machin, le truc, le ciel là. Oui. Parce qu'il suffit de vous dire CIA pour tout de suite vous puissiez gober tout ce qu'on vous raconte. Regarde la situation. Les Ukrainiens, à un moment, ont déjà été envahis en partie par la Russie. Ça a déjà été le cas. Oui, je crois qu'on est vraiment, j'en ai déjà parlé, mais je vais le redire, c'est que c'est vraiment la caractéristique majeure de notre époque. On est dans des guerres d'information et de désinformation. Mais on n'est pas dans l'information. La Russie s'est installée. Aujourd'hui, on n'est pas dans la guerre de l'information. Les Russes sont en train de bombarder l'Ukraine. Qu'est-ce que tu racontes, enfin? Arrête avec tes complots et tes trucs. On n'est pas dans la guerre de l'information. Arrête de répéter des trucs bêtes que tu as entendus. Enfin, on n'est pas dans la guerre de l'information, dans la CIA, dans le je sais pas quoi. Aujourd'hui, écoute-moi. Aujourd'hui, écoute-moi. Aujourd'hui, les Ukrainiens ne peuvent pas dormir dans leur pays. Ils ne peuvent pas dormir parce qu'il y a des Russes qui bombardent leur pays. C'est ça qu'il faut que tu retiennes. Tout le reste, c'est des histoires, des machins, des trucs qui te donnent l'impression que tu as rencontré des spécialistes. Il y a d'autres choses à retenir. Non, il n'y a rien d'autre à retenir. Les mecs étaient dans leur pays et aujourd'hui, ils sont bombardés par une puissance étrangère. C'est ça qu'il faut que tu retiennes. C'est pas toutes les histoires, que te racontent tous les complotistes que tu écoutes sur Internet, parce qu'aujourd'hui tu as accès à Internet. Ce ne sont pas ces gens-là qu'il faut écouter. Il faut que tu ailles écouter les Ukrainiens. Il en reste quelques-uns dans notre pays qui étaient chez eux, qui étaient des gens qui sont pas des guerriers, qui étaient des je sais pas quoi, des gens qui bossaient dans des bureaux, qui ont été obligés de fuir leur pays parce qu'on bombarde leur maison. C'est ça qu'il faut que tu retiennes. Tout le reste, ce sont des conneries qui te donnent l'impression que tu fais de la géopolitique. Ce n'est pas de la géopolitique. Les mecs ne peuvent pas habiter chez eux. C'est ça qu'il faut que tu retiennes.
Ce que je retiens, c'est que évidemment, à mon niveau, je n'ai pas les moyens de vérifier les informations. Tu n'as pas besoin de vérifier les informations. Va au bureau, où ils recrutent les étrangers pour aller défendre l'Ukraine. Tu vas voir si c'est des trucs de parlotte, de machin d'internet, de vidéos et d'entretien téléphonique. C'est les mecs, tous les jours il y a des gens qui meurent là-bas. Ils étaient chez eux dans leur pays et ils attendaient la sortie de la PS5. Point. La plupart des gens de ce pays aujourd'hui ne peuvent pas vivre dans leur pays parce qu'ils ont peur de mourir. Ils ont peur d'être tués par une bombe. Peut-être que quand comment il s'appelle président américain Stéphane Laurent. Hein? Lequel? Celui pour qui tu vas voter, Trump. Ah oui, Trump, oui. On va voir quand Trump va être réélu, on va voir si la guerre va vite s'arrêter puisqu'il nous a annoncé... Mais la guerre ne s'arrêtera pas. C'est un opposant politique qui sera en prison. La guerre ne s'arrêtera pas. Il nous dit qu'il va régler ça en 24 heures, donc rien que pour ça, j'espère qu'il va passer. Et puis concernant les complotistes, Maurice, on est beaucoup puisque oui, vous êtes beaucoup à être complotiste. Ouais, depuis que vous avez, mais je te le dis, depuis que vous avez, oui, je sais que vous assumez. Avant, quand vous n'aviez pas d'ordinateur chez vous, vous ne lisiez pas la presse, vous écoutiez la musique en disant qu'elle était jolie, et puis ça s'arrêtait là. Maintenant, vous avez l'impression, alors que vous n'avez aucun savoir, vous n'avez rien appris, vous avez l'impression qu'avec votre ordinateur, vous avez des informations, que vous arrivez à serrer, etc. En écoutant des complotistes, des mecs qui sont là juste pour foutre la merde, pour vous donner l'impression que vous avez une autre son de cloche, un autre truc. Il faut à ce moment-là que tu te mettes un peu à apprendre, prends le temps d'apprendre et puis après tu écouteras les autres. Mais l'idée de te laisser convaincre par n'importe quel vendeur de saucisses nous conduira dans une merde noire. On est déjà dans des difficultés à cause de gens comme toi qui sont en train d'écouter, de croire tout ce qu'on leur raconte sans avoir pris le temps d'apprendre. La chose que tu dois constater là-dedans, ce n'est pas la CIA, ce n'est pas Donald Trump, c'est juste rappeler qu'il y a des mecs qui étaient dans leur pays, des gens comme toi, qui étaient dans leur pays, qui ont été obligés de se barrer parce qu'on fait des trous dans leurs immeubles. C'est ça qu'il faut que tu retiennes. Oui, alors moi j'ai un autre truc aussi que j'aimerais que tu retiennes, un dernier élément quand même que j'ai trouvé énorme dans cet entretien. Parce que justement, j'écoute pas ce que. Va vivre en Russie, Marie. Va vivre en Russie. Si effectivement tu as l'impression qu'il y a des choses qui sont formidables là-bas, je suis sûr que si demain tu te pointes à l'aéroport et que tu débarques là-bas en disant je suis d'accord avec vous, je veux m'installer dans votre pays, ils vont t'accepter. Ils ont accepté Gérard Depardieu. Ils vont t'accepter. Vas-y. J'y pense bien. Eh ben vas-y, n'y pense pas. J'irais bien faire un petit séjour là-bas. Arrête de dire que tu vas faire un séjour et que tu aimerais bien. Tu es un adulte de 50 ans. Si tu veux prendre la décision d'aller t'installer en Russie, demain matin, tu prends tes affaires et tu y vas. Arrête de nous faire croire que tu vas peut-être, que tu risques je sais pas quoi, parce que ça donne l'impression que tu es dans une démarche alors que tu n'es dans aucune démarche. Tu habites au Vésinet, tu vas habiter au Vésinet, tu habites au Vésinet et tu ne partiras pas du Vésinet. Tu fais juste la maline, tu essaies de donner l'impression que peut-être que tu penses à aller t'installer là-bas. Ouais, c'est ça, ouais. Alors fais-le. Non, je ne connais pas ta situation. Non, je ne connais pas, tu es malade. Je ne connais pas ta situation, je ne te connais pas. Je t'ai vu une seule fois dans ma vie. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête de dire des imbécilités. Je suis pas ton docteur, moi. Maurice, c'est pas bon. Marie, factuellement, ça tient pas ce que tu dis. C'est ça qui est le plus gênant en fait dans ton discours, c'est que répercuter de j'ai lu que machin, etc. Je veux dire, on peut le faire tous les matins. Mais moi, tu vois, si je parle d'Israël, moi je parle parce que je suis en ligne directe avec des gens qui vivent là-bas. Donc là, j'estime que je peux avoir un droit de parole parce qu'effectivement, je connais des gens qui sont sur place. Et là, tu es en train de parler de la Russie, d'échafauder des ondits, des racontards, alors que Maurice vient de démontrer. Ah non, c'est pas des racontards. C'est ce que dit Poutine, c'est tout. Mais je vais m'arrêter là. Oui, voilà, mais c'est un peu Maurice a craché le morceau, il me prend pour une malade. Je pense que le morceau est craché. Allez, sois pas énervé, Marie. Factuellement, c'est eux qui souffrent. Ouais, j'ai de bonnes raisons, Maurice. Mais tu sais, quand je vais raconter tout ce qui m'arrive aux complotistes, je pense qu'ils vont me croire et qu'ils ont pas mal d'éléments. Bon, très bien. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, alors qui va là, je te prie. Jérémy, 28 ans, Nîmes. On n'a pas compris. C'est quoi ton prénom? Jérémy, 28 ans de Nîmes. Ah oui, Jérémy, 28 ans à Nîmes. Bon, Marie, on écoute un peu Jérémy?
Marie, allez, fais pas la gueule. Dire, Marie. Ouais. Je veux pas froisser, je veux pas la froisser. Mais non, tu vas pas la froisser. Elle sait qu'on s'engueule un peu ici, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Surtout ce que je vais dire, la pauvre, ça va pas la... Je vais pas aller dans son sens, alors ça va pas l'arranger. On comprend pas bien ce que tu dis, Jérémy, hein. Tu as mis quelque chose devant ton téléphone, devant le haut-parleur, non? Je pense que tu as reçu un petit mot de Brigitte, là, ou de l'Élysée, Maurice, pour... Arrête, Marie. Là, c'est mieux, là. Ouais, c'est un peu... Ne t'énerve pas, Marie, on va s'engueuler après. Ou la DGSI, peut-être. Ouais. Oh. C'est avec qui tu es en rapport quotidiennement? C'est la DGSI? Arrête, Marie, enfin. Tu as écouté Macron, ça. Arrête d'écouter ça. Putain, je te dire. Oui, la DGSI, oui, c'est Maurice. Ouais, j'ai reçu les documents. Dans l'émission Maurice, c'est la nuit. Ça se passe presque comme ça, hein. Allez, à ce soir. Pour ce troisième jeu, également des candidats que je viens de retrouver dans l'autre coin de notre studio. Un mot de 5 lettres, nom d'une prison où l'on doit bien se porter. Le Niha Ben Salman. Oh, pas du tout, non. Non, pas du tout. Dans l'évangile précède Saint-Luc. C'est le wahhabisme. Le salafisme. Ah non, top 5 lettres. Quand il est un rat, c'est déjà trop. D'abord qui islam. Non. Pas le moins du monde et nous le regrettons. Le bakchiche est un pourboire persan. Le wahhabisme. Wahhabite. Non. Le marmouset est un homme de petite taille. Mais les gluches sont morts. Mais non, candidat suivant. Non, tais-toi. Non, j'ai la main. C'est un courant d'islam. Arrête, tu m'apprends. Candidat suivant. Non. C'est important de signaler. Parce que tu ne connais pas le sujet. Je n'ai jamais allé en Tu ne Arabie. connais pas le sujet. Tu ne connais pas le sujet. Eh ben, décidément, ça va pas bien avec ce jeu-là. Eh bien, cette émission, message de Fauzi, encore 48 à Paris, toujours à propos de l'intelligence artificielle. Ce serait, selon lui, des robots fabriqués et réparés par d'autres robots qui font tout travail à la place de l'homme et qui seraient enregistrés et permettent une intervention immédiate en cas de viol, par exemple. Le groupe de rock était venu à côté de la rue Saint-Denis. J'ai plus l'adresse. Ah oui, c'était à Skyrock, rue Grenétas à l'époque. La radio venait de déménager, là où elle est toujours d'ailleurs. Mais elle a changé de braquet. Hein. Laurent à 47, il est à Miami, Florida, USA. Il est là. Pascal à 60, il est à Paris, elle est à Paris. Je suis là. Marie à 50, elle est au Vésinet. Elle est toujours là, il va jamais soigner, hein. Bon, fais pas la gueule. Oh. Ah bah attends, non, bien sûr, attends, on va en reparler. Oui, mais on va en parler. Jérémy à 28 et tu animes. C'est à toi, Jérémy. On t'entend pas bien. Tu fais des canulars d'habitude, non? Avec ton téléphone? Non, je vais des canulars. Tu fais quoi? Je fais pas des canulars. Parce qu'on n'entend pas bien ce que tu dis. T'es sûr tu tiens dans le bon sens, le téléphone, là? Si. Et on m'entend mieux, peut-être, là. Ouais. Là. On entend que t'as ta barbe qui frotte sur le téléphone, non? C'est pas ça? Ah, ouais, parce que, en fait, je suis sur fauteuil roulant et comme je lève pas la tête, c'est peut-être pour ça. Ah, t'es en fauteuil roulant, mais le téléphone, tu le tiens à la main, ou oui, quand on est en fauteuil roulant, on le met ailleurs? Non, en fait, je voulais intervenir ce soir. Ça corroborait avec ce que je me posais comme question et ce qu'a dit Marie. En fait, en vous écoutant, je me posais une question, comment on est arrivé, ce pays que j'aime tant, la France, on est arrivé à cet état, on est arrivé là, quoi. On est arrivé à cet état-là. Ah, et là, ça va durer longtemps, la conversation, si on doit faire le bilan. Non, tu peux être court, parce qu'en écoutant Marie, j'ai une partie de la réponse. Ah bon? Ah bon? Mais oui. Parce qu'en fait, on est un pays, je pense qu'on est devenu un pays de fous. On rationalise pas ce qui se passe, on prend pas de recul, on rationalise pas, on n'écoute pas,
on n'écoute pas les médias qui pourraient nous informer, ou on n'écoute pas les spécialistes qui savent ce qui est une guerre ou la Russie ou l'Ukraine. On n'écoute pas les spécialistes militaires qui nous disent que les Russes ils sont en train de faire un carnage là-bas. Et puis à côté de ça, t'as des politiques qui prennent des décisions avec le gaz russe. Ils ont cru qu'ils allaient mettre la Russie à genoux, mais en fait c'est eux qui nous ont mis à genoux. Et en fait ça fait un patchwork. Tout ça en fait, tu te dis ah oui, je comprends pourquoi on en est arrivé là en fait. Parce qu'en fait les gens ne s'informent pas. En fait, les gens ils sont dans leur ils sont dans leur précaré. Ils écoutent Internet, ils écoutent YouTube avec leur gourou préféré, leur complotiste préféré, qui les écoutent tellement que dès que t'as la contradiction en face d'eux, ils disent non, t'as tort, toi t'es un con, non, toi t'as tort parce que tu écoutes pas les complotistes, vous êtes des moutons, vous êtes tous matrixés. On a eu pareil cas avec le Covid, c'était un peu ça. Puis là avec l'Ukraine, ça se reproduit. En fait, ils écoutent pas les gens qui sont spécialistes, ils écoutent les gens qui ils ont trouvé sur Internet, quoi. Alors que ça me fait penser un peu à une secte, mais à grande échelle, quoi. C'est un peu Raël, mais à grande échelle. Et si t'as le malheur de dire quelque chose, de les contredire, ça y est, on est tous des moutons, on est tous des... Dis-moi, Jérémy, je peux te poser une question ? Oui. Tu as 28 ans, c'est ça ? Oui. Tu vas aller voter dimanche ? Oui. Et tu sais pour qui tu vas voter ? T'es sûr ou tu hésites encore ? Je suis sûr. Et on peut te demander pour qui ? Oui, pas de souci. RN. Tu vas voter ? RN. Rassemblement national, oui. Ah d'accord. Et pourquoi ? Parce que tu trouves que ils ont des bonnes propositions, que c'est pas un mouton ? Non, c'est parce que moi je trouve que c'est les seuls qui pourraient nous faire des propositions réalisables aujourd'hui et réalistes surtout. On t'entend pas très bien. Ce que je voudrais dire, c'est que peut-être ça peut être un élément de réponse par rapport à ce que dit Marie, ou en tout cas dans la façon dont elle l'exprime, c'est que je pense qu'il y a peut-être aussi une certaine défiance qui s'est installée, et on le voit par le fait qu'il y a un taux d'abstention qui est quand même depuis assez longtemps maintenant extrêmement élevé, ce qui fait qu'un président peut être élu avec à peine 30% des voix et encore, et après on dit la majorité a voté, et donc c'est la majorité d'une minorité quand même, hein. Et je pense que de ce fait maintenant un peu les gens recherchent à droite, à gauche, picorent, s'éloignent un peu des faits et vont essayer de picorer peut-être un peu à droite, à gauche, ce qui pourrait en fait alimenter quelque chose de cette défiance qui fait qu'on ne sait plus exactement qui fait quoi, pourquoi et à quel niveau c'est pas en train de déraper. Et effectivement, ça peut aller quelque part un peu. Mais est-ce qu'on sera d'accord que ça donne quelque chose de dramatique pour la démocratie ? Bien sûr, mais c'est pas les gens ça qui en sont responsables. Je dirais que c'est malheureusement aussi les dirigeants qui défilent depuis pas mal de décennies et qui de toute façon démolissent littéralement ceci la branche sur laquelle ils sont assis. Comme on peut très bien élire avec la majorité d'une minorité, ça leur suffit puisque de toute façon ils arrivent à être élus quand même. Là, Pascal, là où je serais pas d'accord avec toi, c'est qu'il faut arrêter de déresponsabiliser les gens. S'il est né au pouvoir, c'est nous. C'est ce que je te dis, c'est la majorité d'une minorité. Mais c'est la majorité, mais
Macron, il a été élu quand même 2 fois. Eh ben, je répète, par la majorité d'une minorité. Oui, mais quand donc même, les responsables, c'est effectivement les gens qui se déplacent pas, qui ne veulent pas s'exprimer, qui ne veulent pas ou choisir quelque chose, ou même au détriment d'eux, ou qui le font en disant oui, alors il faut voter contre le RN, il faut voter contre la droite. C'est comme ça qu'on voit la gauche et l'ultra-gauche qui vient alors déverser le tapis pour aller élire Macron, alors qu'ils lui ont littéralement craché au visage pendant des semaines et des mois. Simplement sur une posture en fait. C'est même pas construit. Et puis après ces gens-là repartent et puis disent bah non ça va pas. Puis enfin je veux dire ils se ridiculisent eux-mêmes. Là je suis d'accord avec toi. Mais t'as bien vu que les uns ils vont voter Macron. Et puis 3 mois après ils étaient dans la rue pour les retraites. Mais bien sûr parce que l'instrumentalisation comme programme la retraite elle y était déjà. Bien sûr. Il était déjà là, le programme dans la retraite. C'est comme si tu me dis, pardon, après je te laisse finir. Comme si tu me dis, je fume 2 paquets de délit de clopes par jour, mais je suis pas responsable de mon cancer. C'est complètement débile. Je suis pas foncièrement pas d'accord avec ce que tu dis, mais ce que je veux exprimer, c'est que si les gens réagissent comme ça et effectivement vont aller à la pêche parce qu'ils voient pas ce qui se passe, parce qu'ils ne s'y intéressent pas et puis parce qu'ils sont lassés. Parce qu'à partir du moment où on fait un référendum et puis que le référendum après on vous dit les gens vous avez pas bien voté, on va remettre ça sur le tapis, puis que de toute façon on ne tient pas compte de la parole du peuple qui s'est exprimé et qu'on leur dit non finalement ça va être là quand même parce que nous notre projet c'est de faire que ça doit se passer comme ça, forcément au bout d'un moment ça lasse tout le monde quoi. Et c'est dramatique d'en arriver là. Mais oui, le problème c'est que pour moi, par exemple, l'exemple des retraites, il tape bien dans le nez, parce qu'il est vraiment parlant de cet état d'esprit français. C'est-à-dire, tu votes pour un type il y a 3 mois, et 3 mois après, tu es dans la rue et tu es dans la rue pour la même chose que tu l'as élu 3 mois avant. Non, mais c'est là où je pense qu'il y a méprise, c'est qu'en fait, ils l'ont pas élu. Ils ont simplement fait barrage en disant attention, il y a l'extrême droite, et ça fait le chiffon rouge, on l'entend depuis Mitterrand. Je veux dire, c'est instrumentalisé en permanence, et même Macron qui là pourrait défendre quelque chose ou ailleurs avoir des paroles un petit peu plus concrètes et puis avoir autre chose que la bougie et sa lecture de texte qu'on lui a fourni avant de commencer tous les débats. Non, on est systématiquement toujours dans le même truc. Oh là là, le chiffon rouge, il va discuter en Allemagne. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, les heures sombres, machin, il y a toute l'extrême droite sur toute l'Europe, etc. C'est tout le temps le même discours. Et donc les gens se mettent à dire oui, il a raison, oh là là, il faut faire. Et donc ils votent sur la peur et ils votent sur ce truc, cet élément de langage qu'on nous bassine depuis 40 ans. Je veux dire, c'est insupportable. C'est pas un programme ça. Alors effectivement, après les gens ils se rendent compte de ce qui s'est passé, puis ils disent finalement on va scoltiner celui-là pendant 4 ans et puis maintenant 8. Et puis effectivement, c'est pas ça qu'ils voulaient. Je suis d'accord, mais il faut m'expliquer quand même pourquoi ce discours-là, qui a lieu dans d'autres pays. Et ces autres pays, en général, les électeurs les écoutent pas, ces discours-là, et nous, on les écoute comme des demeurés, on se pose pas la question si on se fait prendre pour des imbéciles ou pas. Dans les autres pays, par exemple, en Hongrie, t'as Orban. En Italie, t'as Meloni. Pourquoi les Hongrois et les Italiens écouteraient pas ces discours-là et nous on les écoute comme des débiles. On n'est pas sûr qu'on vive mieux en ce moment en Italie ou en Hongrie. Non. Moi, c'est ce qui est intéressant parce que c'est ce qui risque de se passer aussi chez nous là.
tous les gens qui veulent voter à l'extrême droite, qui veulent voter pour le Rassemblement national, etc., et qui se disent que ce sont des gens qui vont renverser la vapeur, etc. Bon, moi je ris d'avance. Des solutions, Maurice, malheureusement, et il y a un moment, on se demande jusqu'où faut aller pour qu'il y ait un réveil et qu'il y ait quelqu'un d'un peu sensé qui prenne la tête du pays et puis qui arrête de nous bassiner avec des trucs qui tiennent pas debout. Parce que je pense, Pascal, qu'en fait, ce qui est important, ce n'est pas tant le président de la République, c'est surtout les députés. Ce sont les députés qui font que voilà que le pays prend telle ou telle orientation. Ce sont pas aujourd'hui, il ne se passe rien parce que les députés qui sont à l'Assemblée sont des gens qui veulent agiter des drapeaux, faire des bons mots, se retrouver sur ex Twitter pour qu'on les entende, etc. Mais ce sont des gens qui n'ont aucune vision du pays, de la France, de ce qu'elle va devenir. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est là que ça se passe. Mais il n'empêche que on en est au 20e ou 21e 49.3. Oui, donc, mais député, bon. pas député, baratinage de faut surtout pas voter pour machin. Il y a quand même au final, on se fait quand même avoir. Hein. Il y a quand même beaucoup de lois qui sont votées tous les jours dans notre pays sans arrêt. Et les gens ne se rendent pas compte parce qu'ils regardent le spectacle. Mais c'est ça ce sont les lois qui font qu'on est dans la situation dans laquelle on est. Ce sont même pas les gouvernants, parce que les gouvernants, on te dit que tu vas conduire le bus. Et quand on te donne les clés du bus, on te fait voir en fait qu'il n'y a pas d'essence dedans. Donc c'est très bien. Avant d'être chauffeur de bus, t'as expliqué aux gens, oui, moi quand je serai chauffeur de bus, je vous emmènerai voir les Alpes. Après on ira en Espagne, on fera ci, on fera là, on fera machin. À un moment, ça y est, paf, t'es élu chauffeur de bus. On te donne les clés. Il reste 10 litres d'essence dedans. Tu peux à peine faire le tour du quartier et revenir. Notre problème, il est là, et c'est un problème qu'on se traîne depuis extrêmement longtemps, parce que les gens pensent que c'est le président de la République qui va emmener le pays vers ci ou qui va l'emmener vers là. Pour le moment, il ne se passe rien. C'est ce que moi, j'adorais l'idée d'Emmanuel Macron. Le problème, c'est qu'il ne se passe rien. La seule chose qui risque de nous tomber sur le coin de la gueule, c'est la guerre avec la Russie, alors qu'on est un petit pays et que les mecs, effectivement, n'en ont rien à foutre de nous. Donc, ils vont nous jeter une bombe sur Dijon et on va être obligé de fermer notre gueule. C'est tout ce qui nous pend au nez. Parce que notre besoin, il est plus grand que ça. Il est plus grand que le président de la République. On a un besoin national important. Il faut préparer demain. Et ça se fera pas avec du sucre, de la guimauve et de la joie comme les gens pensent que ça va se passer. Ils imaginent que demain on va faire ci, on va faire là, ça va marcher tout seul. Il y aura de toute façon une période extrêmement dure à traverser et il faudra que cette période soit accompagnée de règlements qui soient un peu visionnaires, qui ne voient pas à 5 ans, mais qui voient la France à 20 ans, à 25 ou à 30 ans comme les autres pays. Donc voilà. Ça fait un moment que ça a été lâché, hein, parce que c'est ce qui fait, je pense, une partie du problème de globalement, hein, je vais mettre ça entre guillemets, la jeunesse, c'est qu'il y a aucune vision, il y a aucune élément positif qui pourrait les faire se raccrocher à quelque chose. Non, parce que quand on parle quand on parle de la jeunesse, on a une vision. C'est un peu comme quand on parle de l'armée. On a une vision de la jeunesse des années 80. La jeunesse d'aujourd'hui, elle n'est pas comme la jeunesse des années 80. Les gens d'aujourd'hui ne rêvent pas d'avoir un contrat à durée indéterminée comme en ont rêvé tous les gens, même dans les années 90. Les gens se disaient si un jour j'ai un travail, etc. Si tu regardes ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises, les gens qui démarrent dans la vie active ne rêvent pas du contrat à durée indéterminée, à vite aller chez le roi Merlin pour refaire une maison, pour avoir un jardin en plastique. Ils n'ont pas cette vision du monde. Mathieu, 46 ans, Montaigu. Un après-midi d'automne, on avait trouvé un moyen de locomotion. Alors on est parti à la Combrousse. Les champs étaient humides et suffisamment acides. C'était le bon moment pour aller cueillir des champignons. Mangez-moi, 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 mangez-moi. C'est le chant du psylo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Il pleuvait beaucoup ce jour-là. Heureusement, on avait des capuches et surtout des pochons solides. Là-bas, des vaches nous regardaient d'un air complice et détendu. Il n'y avait plus qu'à s'y mettre pour assurer la cueillette. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi.
Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. C'est le chant du psylo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Fais comme Mathieu, écris un texte ou choisis-en un. Il doit durer moins d'1 minute. Quand tu l'enregistreras avec les moyens du bord, sans bruitage, sans musique, tu l'enverras dans ma boîte maurice@mauriceradiolibre.com et si ça nous va, tu t'entendras. Message de Christophe, il a 42, il est à Montlot. Bonsoir Maurice, mon premier mail a l'air d'être passé à la trappe. Ah, je sais pas si tu en as envoyé un autre, mais bon, il y en a plein, des emails qui arrivent. Cela arrive. Cela dit, pardon, qu'est-ce qui m'arrive? Cela dit, ça aurait évité que tu me dises également complotiste. Il est drôle ce mot, tu ne trouves pas? Moi, il m'amuse. Mais en fait, t'aimes pas trop qu'on te dise que t'es complotiste, manifestement. Mais bon, t'es un peu complotiste, bon. Sa fonction est surtout intéressante pour qui mène une guerre de l'information, car il permet de décider ce qui doit être perçu comme vrai ou pas, et gare à celui qui sera estampillé complotiste. Ouais, mais en fait, l'information, elle est vraie ou elle est fausse, hein, mais il y a pas, on l'aperçoit pas. Quand l'oiseau est mort, il est mort. L'information, c'est que l'oiseau est mort, en fait. C'est pas oui, mais moi je perçois que l'information sur l'oiseau qui est mort est vraie ou pas. Ça, c'est c'est parce que t'as un ordinateur à la maison, c'est ce que je disais à la petite tout à l'heure, que soudain tu t'imagines que tu peux te demander ça, mais en fait, la vraie information, c'est l'oiseau est mort. Alors, gare à celui qui sera estampillé complotiste, car alors sa réputation sociale en prend un coup. Sa parole perdra beaucoup de sa valeur et surtout, il sera assimilé à tous ceux qui sont estampillés ainsi. Ah, les complotistes, on les assimile aux complotistes. C'est bien, Christophe. Bravo. Quant à ce terme guerre de l'information, pour le coup, ce n'est en rien complotiste. Ah ben non, guerre de l'information, c'est pas complotiste. Pour mémoire, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, nos journalistes, des personnes non estampillées complotistes. Ouais. Mais pour beaucoup commerciaux un peu, non? C'est les journalistes commerciaux. Parlaient beaucoup de guerre, de cette guerre d'information. C'est sans doute parce qu'ils n'en avaient pas beaucoup, s'ils parlaient d'autre chose. Hein. Ce terme vient clairement d'eux. J'adorerais ferrailler là-dessus avec toi de vive voix, mais tu as le bouton, je ne peux donc pas avoir le dessus. Et même sans le bouton, tu ne peux pas avoir le dessus, Christophe. Donc ça va me gonfler, je me connais. Je ferraille toujours pour la victoire, mais tu ne peux pas gagner, Christophe. Et je vais te dire pourquoi. Ça va t'aider peut-être. Tu vas y réfléchir tranquillement. Voilà. Bonne soirée, même si tu ne lis pas ce message non plus. Merci pour cette émission incroyable, pour tes choix musicaux. Alors, ce sont pas que les miens, c'est pour les choix musicaux de l'équipe. Parce que si c'était les miens tout le temps, t'en aurais marre, je pense. C'est ce qu'ils m'ont dit. Pourtant, c'est bien ce que... Bon. Et pour ta capacité à dire ce que tu penses, ça change de ce que l'on entend ailleurs, même si tu dis, comme nous tous, ton lot de bêtises. Oui, mais tu ne peux pas le vérifier, Christophe. 42 ans à Montlot, parce qu'en fait, à Montlot, on n'a pas l'information. C'est ça le problème. C'est que vous pensez que parce que vous avez un ordinateur à la maison, que vous pouvez voir des vidéos, des machins, des montages, que vous avez l'information. En fait, tu n'as pas l'information, Christophe. À Montlot, on n'a pas l'information. Tu es trop loin de ce qui se passe. S'il se passe quelque chose à Montlot, oui. S'il se passe quelque chose à Montlot et que tu te déplaces, tu auras l'information. Mais en fait, l'information sur le monde à Montlot, tu crois que tu l'as. C'est pour ça que tu pars dans tous les sens, mais en fait, tu ne l'as pas. Parce que les canaux de l'information ne sont pas à Montlot. Ils n'arrivent pas jusqu'à chez toi. La véritable information n'arrive pas chez toi. Si tu comprends ça, ta vie va changer. Ton regard sur ce qu'on te dit, parce qu'en fait, tu ne réagis que sur ce qu'on te raconte, que sur ce qu'on te dit. Donc tu es là en train de te dire, ah oui, mais celui-là il dit ça, donc peut-être qu'il a raison parce que je l'aime bien. Ah, celle-là elle dit ça, il a tort sans doute parce que je l'aime pas. Tu réagis aux informations que certains considèrent comme des informations qu'ils amènent à toi, mais tu ne t'intéresses qu'au porteur de l'information. Tu n'as pas l'information. Je suis désolé, hein. Mais tu vas le comprendre, je pense. 42 ans, ça va rentrer. Laurent, 47, Miami, Florida, USA. Présent. Pascal, 60 à Paris.
Je suis là. Marie, 50 au Vésinet. Je suis encore là. Tu fais encore la gueule ou pas? Bah écoute... Un petit peu. Allez, Jérémy... Je pense que t'as craché le morceau. Je pense que t'as bien craché le morceau. Non, mais on va pouvoir se disputer. Ouais. Jérémy, 28, anime. Je suis là, Maurice. Alors, on fait encore un petit tour avec Jérémy à Nîmes et on va à Miami. Allez-y, Jérémy. Ouais, on en était où la discussion? Oui, non, moi je voulais dire qu'en fait si tu veux, Pascal, le problème qu'il y a, c'est que les gens, en fait, ils ne peuvent plus, on dirait, ils peuvent plus parler dans ce pays. En fait, c'est-à-dire que si par exemple, toi tu dis une chose, ta vérité, tu considères ta vérité, et moi je vais te mettre en face une autre vérité. Et on ne sera pas d'accord, mais on pourra pas discuter sereinement, en fait. Dans ce pays, on va de suite s'invectiver maintenant, donc c'est ça qui tue le politique pour moi. En fait, on n'a pas de débat, en fait. Pour dans l'invective, il suffit de voir ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale cet après-midi. Certains partis sont encore arrivés avec leur drapeau palestinien. Mais en fait, on peut pas débattre avec eux parce qu'ils sont fermés, en fait. Non mais, pardon, si je peux intervenir, non mais je suis complètement d'accord avec toi. Le sujet, en fait, de ça, c'est que les gens ne débattent pas. Ils sont campés sur leur position. Ils sont sur un projet comme les LFI qui manipulent l'opinion, qui est centralisé sur un sujet qui est complètement... Qu'est-ce que l'Europe a à faire là-dedans? Qu'est-ce que ça a à faire dans l'hémicycle français? On ne sait pas. Est-ce qu'ils veulent influencer Macron sur je ne sais quoi pour faire un ridicule vote en disant qu'ils veulent un État, déclarer un État qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de langue, qui n'a pas de monnaie? Enfin, je veux dire, on est dans l'absurdité la plus totale, mais ils continuent parce qu'ils ont des voix à grappiller. Donc, ce n'est pas un projet. On peut pas dialoguer sur cette base-là. Et certains autres, c'est la peur. Ah, vous vous rendez compte, le chiffon rouge, le chiffon noir et tout ça. Donc il n'y a pas de débat, en fait. C'est ça le problème qui est là. Et je suis d'accord avec toi. Les gens ne débattent pas. Ils sont campés sur leur sujet, sur ce qu'ils veulent obtenir, et puis ça s'arrête là. Qu'est-ce que tu veux débattre avec ces gens-là? Enfin, moi, je vois pas. Qu'est-ce que j'ai à leur dire? Tu vois, par exemple, je vais étayer un peu mon propos. Tu parlais de vision tout à l'heure. Maurice, tu parlais de vision qu'on aurait à 20 ans, à 30 ans, tout ça. Mais ça, en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est à la Chine. Aussi mauvaise soit-elle la vision, je ne remets pas en cause le régime chinois. Je sais qu'ils font des choses atroces, tout ça. Mais aussi mauvaise soit-elle, bonne ou mauvaise, c'est pas la question. Eux, ils ont une vision sur 20 ans, sur 30 ans, sur 40 ans. C'est pour ça qu'ils vont être la première puissance économique mondiale bientôt. Mais nous, les pays d'Europe, on l'a pas, ça. On tricote, on dit, oh, si on faisait ça, oh, si on faisait cette loi, oh, si on faisait cette loi-là. En fait, il n'y a pas de vision, ça n'a vu depuis 30 ou 40 ans. Disons que maintenant on en arrive à cette situation, alors ça c'est ma version, où en fait on s'aperçoit que c'est des gens comme Bill Gates qui rachètent je ne sais combien de trucs en prévision de on va manquer d'eau ou je sais pas quoi, un Elon Musk qui se dit de toute façon l'avenir est dans les cieux donc il faut aller sur Mars. Enfin je veux dire c'est presque ces gens-là qui ont plus de vision, sauf que là c'est simplement l'argent qui parle, c'est plus du tout une vision politique et c'est certainement pas une vision qui est sur l'Europe ou qui est même centralisée sur les États-Unis. Parce qu'en fait, c'est leur vision. Et comme ils ont beaucoup d'argent à dépenser dans leur vision, c'est comme ça que ça démarre. Les autres, ils sont sur l'IA. À l'Europe, faut développer l'IA. Et tout se passe comme ça, en fait. Donc, ça se situe même plus au niveau du politique. En fait, c'est le premier qui a parlé qui a raison. Et tant qu'on sera là, tant qu'on ne sera pas sorti c'est le premier qui a parlé qui a raison.
Mais en fait, on ne s'en sortira pas de cette situation. C'est compliqué. Très bien, on va écouter Laurent à Miami. Oui, merci Maurice. Non, mais c'est très intéressant. Moi, j'écoutais Jérémy et c'est vrai que il a du courage de le dire parce que tout de suite on parle d'extrême droite lorsqu'on dit qu'on vote RN ou lorsqu'on vote Reconquête. Alors extrême droite, c'est un mot fourre-tout, mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas dire pour qui ils votent. Et les gens ne veulent plus vraiment s'exprimer sur leur vote. Et quand c'est comme ça peut vouloir dire peut-être deux choses. La première, c'est qu'ils s'en foutent complètement. Effectivement, il n'y a pas besoin d'écouter des débats, ça ne les concerne pas. Donc abstention record et pas de participation. Et si tu veux aussi, deuxièmement, ils vont se venger. Et ils ne veulent peut-être pas le dire pour qui ils votent. Ils se taisent, certains. Et Laurent, tu penses pas que tu as une vision un peu américaine du sujet où là-bas chacun s'exprime et dit clairement pour qui il va voter et sur quel camp il est? Je veux dire, en France, c'est quand même démultiplié sur X petits partis. Oui, mais en France, si tu commences à parler et à dire pour qui tu vas voter, à mettre par exemple un autocollant sur ta voiture en disant je vote Marine Le Pen ou je vote Marion. Ah bah t'es stigmatisé systématiquement. Ou je vote Emmanuel Macron, hein. Ou je vote Emmanuel Macron. Je pense que dans tous les cas, ta voiture, on mettrait le feu. C'est plus Emmanuel Macron, c'est postmoderne, c'est voter Macron, c'est ouais, moderne, c'est ça. Oui. En France, tu peux pas donner ton opinion. Si tu donnes ton opinion politique, en général, si tu laisses ta bagnole avec un autocollant voter communiste, les mecs ils foutent le feu à la bagnole. Ceux qui sont pas. Mais c'est vrai que... Ah si, bien sûr que si. C'est souvent l'inverse, mais bon. Mais c'est vrai que voter Macron, c'est plutôt progressiste, quoi. C'est voter pour l'avortement, c'est voter pour l'aide à mourir, etc., quoi. Alors que bon, par contre, Zemmour, on se cache. Zemmour, c'est sulfureux, voilà. Et puis le jour du vote, dans l'urne, les gens se lâchent, voilà. Et alors, est-ce qu'il y a un vote caché en France? Je pense que c'est possible. Est-ce qu'il y a une France? De moins en moins, quand même. Pardon? De moins en moins, quand même, je pense. Oui, mais bon, c'est toujours extrêmement dangereux. Parce que regarde ce qui s'est passé à Mannheim en Allemagne là avec le type qui a poignardé lors d'un marché. Le policier il est mort et le mec c'était un réfugié qui fuyait les régimes des talibans en Afghanistan. Et il se présentait comme ça. Et c'est comme ça qu'il a réussi à rentrer en Europe. Donc c'est très compliqué effectivement mais c'est vrai que pour revenir un petit peu au sujet que j'avais abordé sur les prisons c'est vrai que les prisonniers ont des conditions quand même assez inhumaines, assez indignes et c'est vrai que c'est quand même assez incroyable que tout le fric qu'il y a pour qu'on ne puisse pas construire, qu'on ne puisse pas rénover certaines prisons. À chaque fois qu'on essaie, là il y en a 33 qui sont dans les tuyaux, mais à chaque fois qu'on est en train d'essayer d'en construire une, il y a les gens qui habitent sur la zone qui font des trucs pour empêcher la prison de se construire. C'est ce qui se passe. Oui, je crois qu'il y en a. Ça c'est quelque chose, pardon, mais que je ne comprends absolument pas. C'est comme ça, tu vois. Encore aujourd'hui, je crois, il y a encore c'est quelque chose d'inconcevable ici aux États-Unis, quoi. Tu vas pas faire des manifestations, mais tout est prétexte à manifestation, que ça soit à l'aéroport de Nantes, que ça soit les bassines ou je sais pas quoi, tout est prétexte à foutre le bordel. Parce que on peut se le permettre, parce on sait qu'il n'y a pas de réprimande derrière. Et malheureusement, parfois, ça arrive à des et que tout ce qui sera cassé sera remplacé. Oui, mais en plus, et qui paiera? C'est pas eux, c'est pas c'est pas ceux qui sont en train de manifester. Je t'ai trouvé ça. Généralement.
Une nouvelle manifestation est prévue ce samedi après-midi, c'était en avril dernier, en avril 2004. En avril 2024. Donc, une nouvelle manifestation est prévue ce samedi après-midi à Noiseau contre le futur centre pénitentiaire du Val-de-Marne, un projet de prison de 800 places qui suscite la colère de la mairie et des habitants. Donc voilà, partout où on doit construire des prisons en France, il y a toujours. Non, mais c'est même pas que ce sujet-là. Mais comment tu veux savoir? Regarde, ils veulent une autoroute, ils veulent pas. Bon, moi je viens de Normandie, pardon Pascal. Il y a une prison qui s'est construite à Condé-sur-Sarthe, qui est une grande prison qui est très connue maintenant pour les longues peines. Et il y a énormément de djihadistes et de terroristes qui y séjournent. Et cette prison, elle a été construite assez rapidement et sans qu'il n'y ait eu d'intervention de la population ou quel que soit. Il y a un terrain, il est privé, on monte quelque chose, on fait ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, c'est un minimum, je veux dire, dans ce. Mais bon, voilà. En fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport à toutes ces opérations aussi XXL, place nette que le gouvernement a essayé de nous vendre, ça démontre bien que ce gouvernement n'a toujours pas pris la mesure en fait du phénomène à l'œuvre. C'est-à-dire qu'en France, il y a, et je sais que ça va pas plaire, mais il y a l'avènement d'un narco-État. Et oui, je le dis, enfin, la France est en train de devenir un pays du tiers-monde narco-islamisé. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que la France ne devienne pas Paris ou Roubaix ou Marseille. Tu vois ce que je veux dire? Et franchement, je pense que si le fuyard, là, si Mohamed le narco là avait été tué, moi, je te garantis que on aurait eu des émeutes, des traorades. Ouais. Bon, j'arrive, Laurent. Choisis bien ton pays, Lucas. Laurent à 47, il est à Miami, Florida, USA. Yes, sir. Pascal à 60, elle est à Paris. Marie à 50, elle est au Vésinet. Oui. Jérémy, 28, à Nîmes. Présent, mais je dois vous quitter. Allez, bonne nuit, Jérémy. Très bien. Et arrange ton téléphone la prochaine fois que tu veux intervenir. Arrange ton téléphone. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler. Alors qui va là, je te prie. Ouais, bonsoir Maurice, Kader 48 à 3. Ah, Kader, il était vexé hier soir. Attention, monsieur Kader, hein, partir comme ça. Ici, ça se fait pas. Hein. Allez-y, Laurent. Oui, donc je disais que si il y avait eu une escorte digne de ce nom pour ce narcotrafiquant bien connu et que si malheureusement ça s'était terminé par une tuerie et que s'il avait été tué, je te garantis que voilà, on aurait eu des émeutes, des leçons pleureuses de la gauche verbeuse, de la LDH, enfin contre les violences policières. D'accord. Par contre, pour les deux fonctionnaires assassinés, l'indignation conventionnelle et l'oubli rapide suffisent. Et moi, je trouve que ça, c'est la honte, par contre. Et donc, si tu veux, moi, ce discours de communication est vraiment aujourd'hui, enfin, est extrêmement agaçant, parce que quand on ose parler de certains sujets comme l'immigration et l'insécurité, il est interdit de faire le lien. Voilà, attention, pas d'amalgame. D'autant qu'on parle toujours des étrangers, alors que ce n'est pas ça l'immigration. Le lien avec l'immigration, ce n'est pas juste les étrangers, Maurice. Il y a si tu veux, parmi les immigrés, certains, alors une minorité d'étrangers ont été naturalisés français, et beaucoup d'autres sont des enfants d'immigrés. Donc c'est encore l'immigration. D'autres sont des petits-enfants d'immigrés, etc. Et on peut remonter loin. Et le fait qu'ils soient français, aujourd'hui, ne doit pas nous interdire, je pense, d'analyser le fait que ceux qui sont issus de l'immigration sont très largement, en fait, ils sont plus nombreux que les immigrés eux-mêmes. Les descendants directs d'immigrés, par exemple, dans ce pays, ils sont au moins aussi représentés dans la délinquance que les étrangers. Donc, si tu veux, en réalité... l'immigration, elle est très majoritaire dans les crimes et délits en France. Aujourd'hui, les personnes issues de l'immigration sont à peu près
responsable pour les 2/3 des crimes et délits commis dans ce pays. Donc ça, c'est une réalité, bien sûr, que tout le monde le sait, tout le monde le sait en vérité, quoi. Mais il y a plus grand monde, grand monde ne cherche à nier ça. Donc, mais cette vérité, Laurent, attends, si tu permets, je termine, s'il te plaît, Kader. Alors, tu viens d'arriver, je termine mon propos, s'il te plaît. Donc, il y a plus grand monde qui cherche à nier ça. Mais en fait, cette vérité, elle fait très peur. Et elle est très douloureuse à admettre parce que, encore une fois, on pense que le français moyen va en conclure qu'il faut, je sais pas, envoyer tout ce beau monde de là d'où ils viennent. Et si on admet qu'il y a un problème avec la sécurité, peut-être qu'on va admettre qu'il y a un problème avec l'emploi, peut-être qu'on va admettre qu'il y a aussi un problème avec le niveau scolaire, les fameux 2 euros, chers à Maurice. Oui. Et, bref, avec à peu près tout. Et l'effondrement du capital social, enfin, etc. Et donc, si tu veux, cette immigration qui nous est survendue depuis des années, eh bien non. Déjà, on n'en voulait pas. Et en plus, elle n'apporte manifestement, cette immigration de quantité, pas que de la bienveillance, et pas que de la croissance, et pas que les fameux boulots dont les Français ne veulent pas. Et donc, je pense que notre première frontière avec ces échéances, avec ces élections européennes, notre première frontière, je pense qu'elle doit être en Afrique. Annonçons directement à l'Afrique, la France est pleine, la France est fermée, la France, ce n'est plus la peine, terminé, rideau, ne venez plus. Et je me souviens, moi, quand j'ai lu La France Orange Mécanique il y a 11 ans, il était paru, ce bouquin, je crois, en 2013, je pensais qu'on avait atteint un seuil comme une forme de maximum de la violence et qu'on ne pourrait plus que se réveiller et améliorer les choses. Et finalement, ça ne fait qu'empirer. La situation, elle s'est considérablement dégradée et c'est flagrant. Tu prends, Maurice, depuis le président normal François Hollande, là, en 2012, qui était l'année de mon départ aux USA, et tu regardes les chiffres officiels sur le site du ministère de l'Intérieur, tu dois le connaître, c'est le SSMSI, donc ça veut dire service statistique chargé de la sécurité intérieure, rattaché à la fois à la police et à la gendarmerie. Et donc tu vas voir ce site et tu regardes, les violences aux personnes et les violences sexuelles sont en augmentation vraiment, mais continue sous Darmanin et sous Macron. Et elles ont battu en 2022, donc ça fait il y a 2 ans. On n'a pas encore les chiffres de 2023, elles ont battu leur record historique. C'est-à-dire, on n'a jamais enregistré des chiffres de violence aux personnes avec des blessures aussi élevées, et en particulier les attaques au couteau et armes blanches, qui en représentent en fait une part de plus en plus considérable, et ils font des dizaines de victimes chaque jour. Alors, bien sûr, on m'entend là ? Ben oui, on t'écoute, maman. Il n'y a pas forcément des morts, mais très souvent des blessés et parfois des morts, et c'est devenu vraiment banal. Enfin bon, c'est pas toi que je vais apprendre ça, c'est banal et normal dans notre paysage. Et alors qu'avant, ça n'existait absolument pas. Il y a quelques années, quand j'entends toujours les mêmes nous dire que ça a toujours été comme ça, qu'avant il y avait les Apaches, les blousons noirs, etc. Mais les faits sont totalement incomparables d'abord par leur quantité et par leur nature. Et donc, on voit bien que c'est la France tranquille qui est agressée ici. La violence a toujours existé, d'accord. Elle existera toujours tant qu'il y aura des hommes, on est d'accord. Il y aura des violences. C'est pour ça qu'il y a la police, c'est pour ça qu'il y a la justice, etc. Et les lois pour juguler justement tout ça dans une société quand même, on va dire, civilisée. Normalement, ça se passe à peu près bien. Mais là, on ne parle plus du tout de la même chose. On parle de cette immigration de quantité qui se traduit concrètement par des bancs communautaires qui sont dépourvus de tout repère moraux, comparables à ceux de la population générale, si tu veux, et qui sont entraînés par leur effet de groupe, et dont la plupart du temps, les parents sont complètement largués, quoi. Et ils sont entre eux, et pour eux, le fait de gloire va être, si tu veux, d'enchaîner les victimes chez l'autochtone, l'autochtone qui est toujours présenté comme l'oppresseur potentiel, le méchant en quelque sorte, hein, celui qui a fait du mal au pays, celui qui continue à mettre dans des ghettos la jeunesse, etc. Et voilà, la population générale qui, elle, est parfaitement domestiquée,
docile et qui ne demande qu'à vivre normalement et à faire ses petites fêtes de village sans être embêté, eh bien, s'il y a un décalage, il y a un décalage qui est extrême. C'est-à-dire que quand tu vas boire, Maurice, un verre au bal du village de Clermont-Ferrand, tu t'attends pas à te battre contre des types armés de couteaux. C'est pas possible d'en arriver là. Et donc, moi, je trouve qu'il y a ce gouffre vertigineux entre eux et nous qui ne cesse de s'accroître, et je trouve que ça devient plutôt inquiétant. Alors après, on nous dit oui, c'est l'américanisation de la violence. Si tu permets, il y a quelque chose qui m'interpelle moi beaucoup, c'est de savoir les mots qui passent dans le langage commun, qui sont liés à la drogue et à tout ce qui tourne autour de la drogue, comme chouf, que j'ai entendu maintenant récemment, encore à la télé ou des choses comme ça. Il y a tout un vocabulaire qui en fait est là clairement issu de l'immigration. Donc moi je me demande à quel niveau il faudrait pas aussi, par rapport à tout ce trafic de drogue qui, selon les termes qui sont employés maintenant quand on explique, de savoir qui s'occupe de ça et qui fait ça, quoi. Parce que là, je pense que c'est double impact, en fait. C'est le facteur communautaire, je pense. C'est ce réflexe médiatique là qui consiste à chercher des martyrs qui sont souvent très mauvais, de très mauvais martyrs. On l'a vu avec l'affaire Adama. Je dis seulement qu'il y a un sujet, il y a un seul et même sujet en fait qui s'entrecroise avec deux grosses problématiques. Et là, je pense que c'est ça qu'il faudrait mettre un petit peu en exergue et puis se rendre compte de ce qui se passe vraiment. C'est que justement ces personnes dont tu parles, on l'a vu avec l'affaire Adama, avec l'affaire Naël, à chaque fois le système, il cherche encore à partir de ce genre d'individus à faire ployer le genou du brave payeur d'impôts, comme toi, du brave contribuable comme moi, en lui montrant à quel point sa société est tellement mauvaise, et donc lui-même il l'est intrinsèquement, si tu veux, il est lui-même mauvais, et donc il doit payer. Pour se racheter, il doit arrêter de se plaindre quand il lui arrive quelque chose, et ça c'est plus possible, quoi. Les gens en ont franchement ras-le-bol, et enfin voilà. Bon, c'est assez grave quand même ce qui se passe, et donc on devrait ne pas dire ce que l'on voit. Voilà, parce qu'on nous dit quand ça nous arrive quelque chose, s'il nous arrive quelque chose, c'est que finalement ce n'est que justice. Et donc moi je trouve que c'est un terrorisme sans revendication, avec cette volonté de soumettre, comme tu dis, l'autochtone. C'est cette quête de puissance au sein du groupe qui n'est pas du tout encore structurée, on va dire idéologiquement, mais qui n'est que de vagues brides, on va dire, de ce que veut bien lui fournir la France LFI, la France insoumise, enfin la France islamiste, je sais plus ce que c'est exactement, et d'autres agitateurs, mais pour l'instant, on n'est pas du tout dans cette notion structurée. Mais très concrètement, les faits sont là, et ils n'ont même pas besoin de dire qu'on va planter des blancs ou il faut planter des blancs. La plupart du temps, ils ne le disent pas. Mais les chiffres sont là quand même. Enfin, je veux dire, il suffit de lire la presse. Quand vous avez quelqu'un qui est victime d'un groupe armé aujourd'hui, eh bien très largement, la plupart du temps, c'est un autochtone, un natif. Enfin, je sais pas comment l'appeler, quoi. Et les autres sont issus des communautés issues de l'immigration extra-européenne en particulier. Et l'inverse est extrêmement rare. Et c'est pour ça que quand tu as un vieillard à la tirette qui essaie de repousser les personnes qui l'importunent et qui se défend, eh bien là la France insoumise, là on va en parler en boucle pendant des mois et des mois pour essayer de prouver qu'il y avait une forme en fait d'équivalence, mais qui n'est pas du tout avérée dans les chiffres, loin s'en faut. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, alors qui va là, je te prie. Salut Maurice et François. Quel âge as-tu, François? 48 ans. Et où es-tu? Je suis à Paris. Très bien. Je travaille avec des élèves en difficulté. Félicitations. De toutes les nationalités. Très bien, François. Je fais ce que je peux. Eh ben, je fais ce que je peux. Je suis très content. Et... Tu vas nous dire ça dans 2 minutes. On va écouter Pascal et après, ce sera à ton tour. D'accord. Je t'en prie, ça marche. Allez-y, Pascal. Allez-y. Ah oui, on va écouter Pascal et Kader après et toi ensuite. Allez-y, pardon, Monsieur Kader, comme bon. Je vous en prie. Allez-y, Pascal, pas trop long. Vas-y.
Oui, je voulais raconter une petite histoire, mais je pense que je vais la réserver parce que ça risque d'être un peu long si effectivement il y a encore 2 personnes et je pense que ça peut être intéressant de les écouter. Simplement, Laurent n'a pas réagi sur ce que je viens de dire concernant effectivement un apport de l'immigration, justement sur tout le vocabulaire qui est actuellement véhiculé et qui moi m'a profondément choqué justement sur le trafic de drogue, parce que tous ces mots qui sont véhiculés sont issus de l'arabe pour la plupart dans ce que j'ai entendu, parce que bon, c'est pas des gens que je fréquente et c'est pas des gens même que je vais pas là où il faut pour tu fumes pas de joint, toi, tu prends pas des lignes de coke? Non, excuse-moi, je suis pas à la mode. Enfin bon, non, c'est pas le sujet. Simplement, moi, ce qui m'interpelle, c'est que là, je pense qu'il y a deux sujets qui se croisent effectivement sur ce. Alors, je vais le dire comme ça pour être gentil ce soir. Ce désamour de la France, vraisemblablement de l'immigration qu'on utilise parce que les gens ils arrivent et puis effectivement ils savent pas quoi faire de leur peau, on n'a rien à leur proposer, ils sont là, ils végètent, ils se font racoler pour effectivement vendre de la drogue, ou la deuxième génération ou troisième peut-être même qui préfère effectivement gagner peut-être 200 € en étant sur le pignon de la rue et puis surveiller si la police arrive, contrôler les gens à l'entrée ou à la sortie de l'immeuble. Donc les gens en souffrent et là je pense qu'il y a 2 sujets qui se croisent et qui n'est pas abordé clairement, parce que je pense que, alors on va dire comme ça, dans le flou, le gouvernement et les ministres qui sont en charge de ce sujet ne veulent pas recouper ça. Et je pense que ce soit sur le sujet effectivement des chiffres statistiques effectivement sont trouvables, parce que bon, si on cherche un peu on les trouve, sur les éléments du gouvernement, que ce soit sur les pourcentages de gens qui sont en prison et sur quel sujet et pourquoi ils sont en prison, sur toutes les agressions quotidiennes que l'on subit, même si c'est pas la totalité, et encore heureux qu'on n'en ait pas la totalité, parce que ça serait encore pire. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas effectivement quelque chose de mis en place et de reconnaissance que là nous avons un très très gros problème et que tout ce qui passe par l'argent alimente les extrêmes, alimente éventuellement des islamistes et etc., de la prise des drogues, de la prise des armes, etc., et que tout ça est alimenté. Et je pense que là ils sont ou en train de passer à côté du sujet ou ne veulent surtout pas voir le sujet. Et j'aurais voulu raconter quelque chose de la vie de ma grand-mère, mais comme je sais que ça va être long, excuse-moi, je finis ce que j'ai à dire si ça te dérange pas. Comme j'avais l'histoire de ma grand-mère à raconter, je vais pas y aller parce que ça risque d'être un petit peu long. Mais effectivement, ma grand-mère pour en très très gros résumé, ma grand-mère est issue d'un milieu très très défavorisé elle a perdu son père pendant la guerre de 14, elle a vécu dans une misère noire, elle n'avait que 2 culottes, et moi j'estime que les gens qui viennent se plaindre parce qu'ils ne sont pas reconnus, parce qu'ils sont pas ci, parce qu'ils sont pas ça, toute cette génération qui a connu la guerre, qui a été orphelin de guerre et qui a vécu tout ce qui a été sur effectivement le siècle passé, ces gens-là ne se sont jamais plaints. Ils ont fait la France et ils n'ont pas demandé à être reconnus, ils n'ont pas demandé à avoir ci, à avoir ça, porter des joggings, pouvoir prier à tel endroit ou machin. Et quelque part, j'ai un petit peu d'amertume parce que je me dis que toute cette génération passée, alors je parle pas de celle de ma mère qui est plutôt les 30 glorieuses et qui a bénéficié d'un tas de choses, mais la génération précédente qui a vécu vraiment des choses atroces sur le sol français, de guerre, etc. Maintenant, je trouve qu'on donne un peu la part belle à toute une génération de petits merdeux qui viennent réclamer, qui viennent demander, qui ont des exigences et qui nous pourrissent la vie pour la grande majorité. Voilà. T'as peut-être oublié 36 et 68 quand même. Sur une idée originale de Mehdi de Lyon, Maurice Radio Libre fait son cinéma. Avec des décors de Donald Capdevielle, des costumes de Roger Gratte. T'es attendu pour tenter de participer à une programmation musicale exceptionnelle. Tu nous envoies 3 titres rock issus d'un film qui t'a marqué. Tu enregistres ta présentation, prénom, âge et ville en 2 mots. Tu nous dis de quel film est extrait ce titre. 3 titres, dont un slow. Tu n'envoies pas la musique, hein. Tu nous donnes juste le nom. Tu nous fais 3 enregistrements audio de ta présentation, un fichier par titre, c'est compris? C'est sûr, parce que sinon tu seras recalé. Disqualifié. Allez hop là, disqualifié. Maurice@mauriceradiolibre.com. Personne ne bouge s'il vous plaît, moteur. Nous sommes le 4 juin et nous fêtons les Clotildes. 1798, décès de Giacomo Girolamo Casanova, aventurier vénitien.
1908, les cendres de l'écrivain français Émile Zola sont transférées au Panthéon. On peut me frapper ici. Un jour, la France me remerciera. 1940, en France, les Britanniques terminent l'évacuation de 300 000 soldats à Dunkerque. 1944, naissance à Madagascar de Pierre-Antoine Muraccioli, Antoine, auteur, compositeur, interprète, navigateur et réalisateur français. 1958, Charles de Gaulle prononce son fameux discours « Française, Français ». Je vous ai compris. 1961, naissance de L. Debarge, chanteur, compositeur, interprète, producteur et musicien américain. 1966, naissance de Cecilia Bartoli, cantatrice mezzo-soprano italienne. 1982, lancement du Minitel. 3615 ULA. 1984, Bruce Springsteen sort l'album. En 1989, écrasement du printemps de Pékin. Les soldats tirent sur des étudiants, faisant de très nombreuses victimes, place Tiananmen. 1989, l'importation d'ivoire en France est désormais interdite. En 2003, Amazon annonce avoir reçu plus d'1 million de précommandes pour le Harry Potter et l'Ordre du Phénix. En 2004, décès de Saturnino Manfredi, alias Nino Manfredi, acteur, chanteur, réalisateur, scénariste, auteur et animateur de radio et de télévision italien. En 2009, décès de David Carradine, suite à un accident auto-érotique dans sa chambre d'hôtel de Bangkok. Acteur, réalisateur, scénariste et compositeur américain. Une œuvre d'art est un coin de la création vu à travers un tempérament. Émile Zola. Verseau, vous aurez des contacts passionnants qui vous autorisent de nouvelles perspectives. Des amitiés nouvelles très positives sont en vue. Lundi, sur Maurice Radio Libre, on disait ça. Alors Maurice, quand tu vas venir, je vais te faire goûter quelque chose. Les dulles. Les dulles, c'est un genre de chouquette, mais c'est pas vraiment des chouquettes, avec une crème super légère à l'intérieur. Quand tu le manges, ça fait psh, ça te monte dans le cerveau direct. C'est trop bon, c'est léger. C'est la drogue en fait. Non. Oui, mais ça c'était avant. Maurice Radio Libre, souvent copié, mais jamais égalé. Maintenant, nous sommes ensemble dans Maurice c'est la nuit. Pas mal, beau titre. Choisi spécialement pour toi. Laurent à 47, il est à Miami, Florida, USA. Hell yeah. Pascal à 60, elle est à Paris. Pascal à Paris. Bon, elle est là. Marie 50 au Vésinet. Oui. Kader 48 à 3. Oui. François 48 à Paris. Absolument. Allez, on va écouter Kader à 3, puis François, puis Marie. Allez-y, Kader. Merci Maurice. Je n'étais pas de mauvaise humeur hier, non, tout au contraire. Vexé, non, t'as disparu après la houle, j'ai eu l'impression. Non, j'ai eu un pépin technique, j'en suis désolé. Bon, allez, d'ailleurs, d'accord. je voulais l'excuser. D'accord, ok. Non, sérieux, c'est... Non, mais d'accord, ok. Des discussions plus agitées que ça. Hein, enfin, ok. Je vais revenir sur ce qui a été dit, puisque j'ai un droit de parole, et je vais essayer de l'exercer du mieux possible à l'égard à l'encontre de Laurent. J'ai une question déjà de sémantique. Il mélange les mots immigration et étranger. Non, mais je suis présent, Kader. Voilà, mais je te parle. Non, mais tu peux me. Soit tu me cites et tu me parles, ou soit tu fais ton discours et tu ne m'adresses pas la parole. Mais tu dis pas il. Je vais, si tu me permets. Voilà, si tu permets permets. Ce que je vais dire. C'est-à-dire que je vais analyser ton décrypter. Tu peux réagir à mon propos. Je vais mais décrypter. Si tu me nommes, j'ai le droit de. Allez, laisse-le parler, Laurent. Sois gentil. Allez-y, Kader. Importante à réformer, c'est-à-dire que dans le discours que j'ai entendu, c'est-à-dire que le lien entre immigration et étranger serait, en fait, ce serait la même chose. Étranger en France, c'est quelqu'un qui n'a pas de nationalité française. Un immigré, c'est quelqu'un qui fait la démarche de venir. On a en France des étrangers qui soient allemands, portugais, italiens, belges, espagnols, marocains, tunisiens, mais bizarrement, on n'a pas de problème avec ces gens-là. Qui ont fait le choix de ne pas être naturalisés. Il y en a d'ailleurs qui sont nés sur le territoire français, qui ont gardé leur nationalité des ascendants, c'est-à-dire marocaine, allemande, belge. Là, tu vas me laisser terminer maintenant. Donc le deuxième point, c'est l'immigration. Le fait de dire l'immigration est la cause première de la délinquance, c'est un mensonge.
qui n'est pas étayée de source, puisque tu vas me laisser terminer, tu vas me laisser parler en fait. Puisque tu nous dis c'est documenté, moi j'apporte un document qui est celui du centre d'études, le CEPI, qui est le centre d'études qui fait des statistiques et des notes au gouvernement, dans lequel, par exemple, une de ces notes nous informe que les étrangers en France représentent 7,4% de la population française et qui représentaient 14% des auteurs d'affaires traitées par la justice. Donc, effectivement... C'est des chiffres de 2015, non, c'est pas... Toi, tu n'as pas de chiffres à donner, donc moi, je lis... Et moi, je te dis que ce sont des chiffres qui datent de 2015, mais toi au jour... Je ne vais pas rentrer dans une discussion pour... ce sont des notes qui ont été données en avril dernier au cabinet du Premier ministre, et pas à toi, en fait. Donc, cette note précise qu'effectivement, il y a une surreprésentation du nombre d'étrangers par rapport au nombre qu'ils sont en France, dans les prisons françaises. C'est un premier point. Mais de là à dire, comme je l'ai entendu, que les 3/4 ou l'ensemble des faits qui sont délictuels, qui sont des atteintes aux personnes ou aux biens, soit de nature étrangère ou due à l'immigration, aux immigrés, ça, c'est un discours que je peux plus entendre. Parce que si on veut réformer notre pays, et là je parle de mon pays qui est la France. Lequel Je parle de la France. Oui, parce que moi, j'ai pas la nationalité américaine et je viens pas parler. Non, mais tu as la nationalité marocaine, par contre. Tu es binational. Laisse-moi terminer. T'es binational, tu es de la France et tu vis aux États-Unis. Donc, j'ai pas de leçon à recevoir de quelqu'un qui fait prospérer l'économie américaine, mais qui donne des leçons à ceux qui vivent en France. Absolument. Ok? Absolument. Donc, moi, je vais te parler de là où j'habite, là où je dépense mon pognon et là où je vis ces événements. D'accord? Donc, tu vas me laisser parler. Moi, je pense que c'est pas avec ce genre de discours qu'on va faire fi ou on va faire front face à ce qui nous arrive actuellement à tous, parce que ça n'est pas quelque chose qui arrive à une certaine population, une certaine partie de la population, c'est à l'ensemble de la population. Quand j'entends quelqu'un qui dit oui, ces gens qui sont là, donc on a actuellement 7,4% de la population française qui ne serait donc là en France que pour être en bas des immeubles et vendre de la drogue. Mes parents qui sont venus en France pour y travailler avec un contrat fourni sont venus ici pour vendre de la drogue. Et ils ont inculqué à leurs enfants, dont j'en fais partie, l'esprit de vendre de la drogue. C'est ça que vous voulez comme projet? Moi, je dis qu'il est effectivement important de remettre certaines choses en place. Je suis assez d'accord que vous ne soyez pas trop informés ou que vous ayez une lecture biaisée qui soit à votre avantage, parce que votre propre égoïsme prend le pas sur la réalité. J'ai pas de honte ou de pudeur à dire qu'il y a effectivement des gens qui me ressemblent parce qu'ils sont basanés, qui sont français par ailleurs, et qui font des choses que je trouve inacceptables. Mais de là à dire, comme vous dites, oui, vous comprenez, les enfants des enfants, en réalité, sont-ils vraiment des Français? Ben, je suis un Français, et d'ailleurs, j'ai pas fait le choix de quitter le pays pour aller vivre ailleurs, alors que les conditions sont très difficiles en France. Je suis très content pour toi que toi, aux États-Unis, ça se passe manifestement très bien. Mais ne donne pas son environnement, Kader. On se crée son environnement. Ne donne pas de leçons. Mais je n'ai pas de leçons à donner, Kader. Tu vas me laisser terminer. Ne donne pas de leçons aux gens qui vivent en France et qui essayent de réfléchir au quotidien à ce qu'ils peuvent apporter leur pays. J'ai pas honte de dire aussi que j'ai une double nationalité parce que mes parents sont pas devenus français. Ils sont marocains. Ils le sont encore par ailleurs. J'ai fait le choix, à l'âge de 15 ans, puisque c'était comme ça à l'époque, de choisir ma nationalité à mon adolescence, sachant qu'en plus, je sortais d'un milieu dans lequel c'était le Maroc en permanence, la culture, tout en étant aussi initié et invité par mes parents à m'intégrer. Donc, je vais retirer ce mot-là, apprendre les lois et appliquer les lois de la France. Ok? Donc j'ai fait le choix de devenir français. Ça m'empêche pas de m'excuser d'avoir aussi des origines marocaines. Mais je suis français. Donc moi j'aimerais bien entendre parler quelqu'un, puisque tu nous l'as dit ici à l'antenne, que s'il y avait un conflit entre les États-Unis et la France, t'es le premier à dire que tu défendrais les États-Unis. Et s'il y avait un conflit entre le Maroc et la France, comme en ce moment c'est la bisbise, tu choisirais quoi, toi, Kader? Je vais te dire un truc. J'ai décidé. Tu choisirais quoi, toi, Kader? Réponds à ma question. J'ai décidé, moi, contrairement, j'ai des positions, des avis sur la question. J'ai décidé de n'attenter à la vie de personne, ok? Tant qu'on n'attente pas la mienne. D'accord. On va écouter François à Paris et ensuite Marie au Vésinet. Allez-y, François.
Ouais, je vais essayer de faire court. Vraiment court. Merci Kader pour ton intervention déjà, profondément. Moi voilà, ça fait 25 ans que je travaille dans l'éducation nationale, je travaillais dans des quartiers difficiles. J'ai travaillé à Malakoff, j'ai travaillé à Bagneux, j'ai travaillé dans le 92, j'ai travaillé dans certaines cités compliquées. Et je peux juste vous assurer que la plupart des gens avec qui j'ai bossé, c'était effectivement des familles issues de l'immigration. Et elles faisaient tout pour faire en sorte que le gamin s'en sorte. Avec beaucoup d'envie, beaucoup de niaque. Alors, il y a des brebis galeuses, mais il y a aussi, surtout, un problème social qui est, pour moi, bien avant un problème ethnique. Il y a un vrai problème social. Il y a une dégradation, une paupérisation des gens dans les quartiers. Et ça, je suis désolé, en tant que personnel de l'éducation nationale, je l'ai ressenti au quotidien et année après année. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et moi, j'ai toujours très bien fonctionné avec globalement, avec tous les gens qui venaient de tous les horizons. Moi, j'ai ma femme et mon ex-femme étaient vietnamienne, elle a connu les colonies, etc. Et nous aussi, on peut se poser des questions par rapport à ça. Parce que des gens n'ont pas forcément choisi qu'on aille chez eux à un moment donné. Voilà, c'est aussi ce que je voulais dire. Je vais pas être très long parce que pour moi, Kader, il a quasiment tout dit. Moi, j'essaie juste d'apporter un éclairage par rapport à des gamins qui ne sont pas tous des voyous. Au contraire, qui essaient de s'en sortir avec certaines difficultés. Et je reste persuadé que le vrai problème au départ, c'est un vrai problème social que ne résoudra absolument pas le RN parce que le social n'en a rien à foutre. Il est sur une vague anti-immigration, etc. La seule problématique qui intéresse le RN, c'est l'immigration, c'est l'insécurité et surtout pas les problèmes sociaux. Il n'y a qu'à voir ceux qui votent à l'Assemblée nationale ou à Strasbourg et à Bruxelles. Je pense que là, tu te trompes un peu sur ce sujet-là, parce que ceux qui votent RN maintenant, ce sont tous ceux qui sont déçus de la gauche, notamment des communistes et des socialistes, et que on sait très bien que la majorité maintenant de l'électorat, ce sont des gens qui effectivement sont issus de milieux qui sont quand même relativement défavorisés ou qui sont au SMIC et des choses comme ça. Donc là, alors, je j'irai pas suis forcément sur le terrain de l'éducation nationale, mais moi j'ai des enfants. Donc tu vois, toi tu es peut-être dans le versant prof, mais moi je suis dans le version parent qui a des enfants. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je peux avoir des choses à dire à ce niveau-là. Hein. Mais donne-moi juste une proposition qu'a fait le RN justement sur il a voté contre l'augmentation du SMIC. Il a voté contre plein de choses sociales. À un moment donné, posez-vous des questions. Je dis pas que tu votes RN, je me demande pourquoi les gens sont si bêtes et si les gens qui effectivement ont le SMIC vont voter pour eux. Là, vraiment, il y a vraiment une majorité d'abrutis. Je suis ravi de le savoir et que tu constates ça de ton vivant et du mien. Hein. Je ne me permettrai pas de te traiter d'abruti. Je te demande mais moi, juste j'ai pas le de SMIC regarder. et je suis pas dans cette configuration du tout, moi. Bon, mais voilà. Non, mais je te demande juste, il faut quand même que les gens regardent un peu quelles sont les propositions qu'a fait Bardella quand il était effectivement député européen. Enfin voilà. Dis-moi ce qu'ont fait les autres alors de plus intéressant. Je pense qu'Aubry, par exemple, oui, je suis plutôt LFI. Elle était effectivement. Non, mais je le reconnais. Il y a aucun souci. Voilà. Elle a fait 4600 amendements alors que Bardella, il n'était pas présent. Et il ne connaît même pas. Donc là, tu es en train de dérouler le lexique qu'on entend, mais alors tous les jours, hein. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il n'a rien voté, il a toujours voté contre. Enfin, on l'entend pas sur CNews, ça tient plus ce discours-là. Faut quand même en avoir conscience. Mais c'est une réalité. Ça ne tient plus. C'est une réalité. Nous dire qu'il faut de la loi alors que le premier représentant européen du Rassemblement national n'est même pas présent là où il devait être. Et toi aussi, tu le sais, ça, Kader. Absolument. Ah, vraiment, c'est fou ce que vous savez. Tu demandes le respect de la loi, mais le premier à pas respecter. Non, mais c'est une question de lexique. Vous déroulez un lexique, c'est de la rhétorique qui ne tient pas. C'est une réalité. C'est comme la peur de dire, oh là là, la 1000 euros qui est jamais présent, t'appelles ça une réalité? Il faut sortir sur des bases, parce que si j'en entends et ce que j'en ai lu, ce n'est pas vrai. C'est pas la peine de sortir des trucs préconçus. Mais lui-même était mal en débat par rapport à ça. Il ne savait pas quoi dire. C'est pas des gens qui sont payés à rien faire, sinon ça se saurait, il serait attaqué. On leur dirait bien sûr que si. Enfin, arrêtez, ça devient stupide, là, quand même. Est-ce que vous allez voir chez les députés français qui est là et qui vote quoi? Enfin, je veux dire, tenez un discours. Mais tu peux aller le voir
sur le site de l'Assemblée. Moi, je te dis que si vraiment c'était quelqu'un de totalement absent, il serait attaqué par le Parlement. On lui dirait, monsieur, vous êtes en train de faire du ils ont été attaqués. Ils ont été attaqués. Bien sûr qu'ils ont été attaqués. Bien sûr qu'ils ont été attaqués. Ils ont même été condamnés pour utiliser les fonds. Mais bien sûr. Mais regardez. Ça n'a rien à voir avec Bardella. Mais bien sûr que si. Vous êtes en train de dérouler un discours, mais vraiment, c'est tout le temps le même discours. C'est même pas, enfin, ça tient sur rien, quoi. C'est même pas de la politique, ça. Ah non, c'est des faits. C'est pas de la politique, ça? Non, c'est pas de la politique. C'est pas de la politique quand tu absent quelque part. Là, on t'attend. T'es attendu, en fait. T'es attendu au Parlement européen. Tu n'es pas présent. Tu n'es pas présent. Tu es absent. C'est des faits. Quand on ne sait pas faire de politique, la seule chose qu'on fait, c'est attaquer les gens. Et là, c'est ce que vous faites en permanence. Vous attaquez les gens. Vous n'attaquez pas ce qu'ils font, vous n'attaquez pas ce qu'ils proposent. Je prends des faits, objectifs. Des faits objectifs. Ça ne tient pas. Mais bien sûr que si. Vous vous attaquez aux gens. Bon, très bien. Autrement, on va tourner en rond là. Des faits objectifs. Attention, on va tourner en rond. On va écouter un peu Marie au Vésinet. Je t'en prie, Maurice. Si elle fait plus la gueule. Non, je fais pas la gueule. Tu sais que je suis bon de toi, Maurice. Attention. Je suis. Je veux dire. Montois. Je suis de Mont-de-Marsan. Ah, bravo. Félicitations. On a dû se croiser à un moment donné. Eh ouais. T'es à quel endroit à Mont-de-Marsan? Au Sablard? Ah, ben, j'étais au lycée du Ruy, moi. Ah, très bien. Oui. Hey. Voilà. Très bien. Excuse-moi. Place Francis Planté. Allez-y, allez-y, Marie. Oui, alors, je ferai juste un résumé très grossier, en fait. C'est vrai que le sujet principal du RN, c'est l'immigration, c'est clair. Mais et puis j'écoutais Moretti qui était invité là, dimanche dans une émission politique, et le journaliste lui demande comment expliquez-vous le sondage qui arrive à 30% pour les européennes. Et donc il dit parce que qu'est-ce qu'il répond? Parce que les gens savent plus où aller, donc ils veulent essayer autre chose. Voilà. Bon, après il a pas poussé. Qu'est-ce qu'ils veulent? Mais de toute façon, c'est le problème. C'est la raison pour laquelle on est dans cette situation. Ça fait 40 ans que quand les gens parlent de ce qui les préoccupe, et notamment de l'immigration, des problèmes, etc., de drogue, qu'on leur dit, oui, mais ceux qui s'intéressent, donc à l'époque c'était Jean-Marie Le Pen qui faisait ça. Ceux qui s'intéressent à ces problèmes sont des gens qui veulent montrer leur réaction aux gens du pouvoir. C'est-à-dire que jamais à aucun moment on a pris en considération ce que disaient les gens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens d'extrême droite, ils avaient volé le drapeau français et la Marseillaise qu'on pouvait plus utiliser pendant toutes les années 90 parce que c'était à eux. Aujourd'hui, ils ont récupéré l'immigration et la sécurité, alors qu'en fait, ça concerne tout le monde. Enfin, tu vois, il y a pas de raison pour que ce soit que les gens d'extrême droite qui parlent de ça. Oui, c'est particulièrement en France, et justement, il y a deux axes en fait. Il y a le RN, c'est l'immigration, c'est le premier sujet depuis toujours. Et puis tu as toutes les autres formations politiques. T'as en fait en France, surtout la France, t'as un seul sujet tabou en France, un seul. Il y a un tabou en France, c'est l'immigration. Donc le contraste entre les deux, si tu veux, ça peut développer des thèses Mais ça crée en plus ce dont parlait Kader tout à l'heure, c'est-à-dire ça crée en plus un amalgame, c'est-à-dire que aujourd'hui on est en train de mélanger les mecs qui ont décidé de venir chez nous et qui se foutent totalement de nos règlements, qui se jettent dans un bateau et qui débarquent, et les gens qui vont dans nos consulats, qui montent des dossiers, qui viennent pour apporter un truc chez nous, plutôt que juste débarquer pour être assis à la place de la Villette là-bas. Enfin bon, vas-y Marie. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le tabou intégral sur l'immigration en France finit par développer une pensée anti-immigration, quoi, en fait. C'est-à-dire que c'est totalement contre-productif plutôt que d'oser, tu le dis souvent d'ailleurs, plutôt que d'oser aborder certains sujets. Mais c'est vrai qu'en France, c'est le seul sujet tabou. C'est le seul.
Donc il y a quand même oui, pour finir. C'est tabou parce que c'est quand même vachement instrumentalisé cette histoire-là, parce que toute la majorité des lois et les choses qui ne sont pas faites pour enrayer effectivement certaines problématiques. Et je peux reparler encore tout à l'heure de tout ce qui est le phénomène de la drogue, qui draine beaucoup d'argent et qui nous nuit à tous. Et je veux dire, tout ça, c'est quand même fait sous couvert de laxisme, sous couvert de faut surtout pas en parler, faut mettre sous le tapis. Ouais, je suis d'accord Après, avec toi, on a quand même des mesures européennes qui nous disent ah bah oui, mais vous avez pas rempli votre quota, ah bah oui, mais vous avez pas pris tant de ci, tant de ça, comme ils ont imposé à l'Italie, comme nous en imposent en France. Et en fait, on subit ça. Mais Pascal, il arrive un moment où effectivement il faut en parler et puis dire effectivement mais qu'est-ce que vous voulez comme société en France, qu'est-ce que vous êtes en train de nous installer et quelles sont les répercussions pour le quotidien des gens. Moi j'ai des chiffres sur tous les sujets. C'est tout. Donc je dis que c'est quand même une mesure gouvernementale et une volonté quelque part de nous imposer un projet qui est pas forcément voulu par une majorité des Français. Moi c'est ça la question que je me pose. Je suis pas sûr que la cocaïne, je suis pas sûr que la cocaïne tourne particulièrement dans les milieux les moins privilégiés. Voilà, par exemple. Non, aujourd'hui c'est fini. Non, aujourd'hui c'est fini. Dans les années 90, effectivement, la cocaïne, ou dans les années 80, la cocaïne c'était les riches, etc. Aujourd'hui, t'as des plombiers qui prennent de la cocaïne. Hein, absolument. Des vendeurs qui le vendent à un demi-gramme, Maurice. Tellement. Mais le tout, c'est de savoir c'est qui la vend. C'est surtout qui l'achète. Quand on va punir ceux qui l'achètent, ça va changer les choses, je pense. Quelques chiffres, si tu veux bien, Maurice. Il y a 200 tonnes de cocaïne. 200 tonnes. Mon Dieu. Qui arrivent par an dans les ports d'Anvers et Rotterdam. Là, on peut dire quand même merci à Schengen quand même. Il y a 1%. Non, parce que c'est pas Schengen qui fait ça. Non, c'est pas Schengen. Aux États-Unis, d'un État à l'autre, il y a pas de barrière, il y a pas de truc. C'est pas Schengen, mais ce serait un peu. Non, les choses sont pareilles entre la Louisiane et le Texas. Entre la Louisiane et le Texas, il n'y a pas de douane. Aujourd'hui, ce sont des États différents, comme en Europe, ce sont aussi des États différents. Allez-y, Marie. Oui, non, je suis complètement d'accord avec Pascal. En fait, c'est que quand on écoute, moi j'écoute de moins en moins, mais les chaînes d'infos qui essaient de justifier l'impuissance ou le manque de volonté de l'État, il n'y a que des arguments juridiques pour expliquer qu'on ne peut rien faire, que c'est tellement bloqué et on entend même, il faudrait tout reprendre. Ben oui, mais parce que c'est vrai. Le droit. Mais parce que c'est vrai, parce que la situation dans laquelle on est, c'est une situation qui est écrite par le droit. On a détricoté, je vous le dis depuis des années, on a détricoté les lois et donc aujourd'hui, on se retrouve avec des mecs qui trucident notre grand-mère qu'on peut pas expulser parce que il y a un règlement qui leur permet de rester si jamais ils font appel de leur truc. Donc les mecs sont là et puis on s'en occupe. Comme ils sont là, s'ils sont coupés en poignardant notre grand-mère, on les soigne, on s'en occupe, on leur donne un endroit pour qu'ils puissent récupérer. Mais c'est à cause de nos lois. Et tous ceux qui se disent que qu'ils vont changer, je sais pas quoi, de président et que ça va tout changer, moi je rigole d'avance. Ils vont être extrêmement déçus parce que ça ne changera pas. Qui rira bien, qui rira le dernier, Maurice. Ça ne changera pas. Oui, mais ça ne changera pas parce que les lois seront les mêmes. Oui, pardon. Mais ça changera en tout cas la vision politique de la France. Rien du tout. Allez-y, Marie. En tout cas, ce que tu dis, Maurice, c'est intéressant. Il est 6h10. Mais ça veut quand même dire qu'il faut arrêter l'hémorragie puisqu'on s'en sort pas. Tout ce que tu dis, Maurice, je plus sois, mais alors plus 1000. Mais je veux dire, effectivement, si ce constat est fait, je pense qu'il y a un moment où il faut arrêter l'hémorragie et dire on n'en peut plus. Voilà, et on n'est pas foutu de se débrouiller avec ça. Il faut donc regarder nos règlements, briser certaines organisations pour que ça cesse, empêcher justement la possibilité de faire appel qui permet de rester sous la fenêtre il y a des mecs qui ont violé des gonzesses, ils restent sous leur fenêtre pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années parce que les lois leur permettent de rester là. Enfin, je veux dire, c'est pas acceptable. Maurice, juste un truc si je peux me permettre. L'année dernière, il s'est quand même passé quelque chose en plein Paris aussi, dans le 6e arrondissement, où c'est 2 skins notoires qui ont buté un joueur de rugby argentin. Et ça, on en a très peu parlé.
et c'était 2 skinheads français. C'est pourquoi on n'en a pas parlé, parce qu'on est submergé par les attaques au couteau quotidiennes. Ah non, mais arrête. Si, on en a parlé. Bah, ici, on en a parlé parce que moi, je suis sensible au rugby. Au rugby en général. Allez. Voilà. Mais c'est vrai que ça l'a pas été non plus. Si tu veux, ça a été médiatisé, mais il a fallu du temps. Même dans le milieu du rugby, moi qui suis supporter français, Montois, etc. Mais ça a mis du temps. Parce que c'est vrai tout le monde a été choqué, mais putain, quand même, les mecs sont arrivés avec des guns dans une bagnole. Ça, on est d'accord, mais est-ce que c'est représentatif de la majorité de tout ce qui se passe en France actuellement? La question, elle est là. Ça existe. Le 9 mai, il y a eu quand même une manifestation. Il y a eu une manifestation. Il y a eu une manifestation néofasciste. Ça fait partie de l'état de violence qu'il y a dans notre pays. Pourquoi tu veux mettre une échelle de valeur sur les crimes qui sont organisés en fonction de Parce donc le mec, le rugbyman argentin qui est décédé d'une balle dans la tête, il mérite pas de mourir honorablement, c'est ça que tu veux dire? Tu comprends ce que je te dis? Je te dis qu'on ne va pas faire une loi sur 2 skinheads. Alors qu'on est obligé de faire des lois sur des gens qui déferment sur la... Bon, vous allez nous dire, en tout cas, c'est bien d'avoir une pensée pour Aramburu. C'est très bien. Laissez parler Marie. Vas-y, Marie. Pardon. Excuse-moi. Non, bah, en fait, désolé, Marie. On a un exemple aussi aux États-Unis, par exemple. On a l'impression qu'il y a un discours. Alors, Maurice, ne t'énerve pas, s'il te plaît. Ça va te paraître compliqué. Mais, elle prend des gants. Par exemple, aux États-Unis, c'est le même discours. Tu vois, par exemple, Trump, il dit si je reviens, je verrai tous les immigrants illégaux, sans ménagement, etc. Et les démocrates, tu me contredis si je me trompe, Laurent, et les démocrates disent, mais de toute façon, il ne pourra rien faire parce que les lois l'empêcheront de le faire. Ce qui est vrai. Et on finit par se demander... Ça va plus loin que ça. Alors, d'accord. Oui. C'est-à-dire les immigrants, effectivement, illégaux devraient... des gens qui ne sont pas documentés ici aux États-Unis, et de toute façon, c'est très clair. Hein. Quand tu as une frontière aux États-Unis, Maurice pourra le confirmer, quand tu arrives à la frontière, tu as 2 fils, tu as 2 couloirs. Tu as celui où il y a les US citizens et le global entry, donc ils sont pas américains, ok? Et donc la majorité vont dans le global entry, les Américains, hop, et ça passe très vite. Ça passe très vite pour les Américains dans le couloir américain. Mais Maurice pourra le dire, tu dois présenter ton passeport. Et tu dois éventuellement, si tu es américain, tu passes rapidement. Si tu n'es pas américain, tu as certaines questions, tu as certaines voilà. Et moi, je sais bien que quand tu es passé, Maurice, je crois que tu es allé aux États-Unis cet été, je crois. Ouais, j'étais encore, ouais. Et donc c'était de Canada aux États-Unis, right? Oh, voilà. Enfin, oui, notamment. Oui, donc tu as traversé. Donc tu as été dans le global entry. Oui. Donc tu n'es pas citoyen américain. Ah, je suis pas américain, moi je suis français. Ouais. Donc tu as présenté ton passeport français avec peut-être ton permis américain de Louisiane. Non, moi j'ai un passeport français avec mon adresse américaine. Oui, avec ton permis américain. Avec mon Ton permis permis de Louisiane. Tout à fait, oui. Bon, qui était périmé, si j'ai bien compris, c'est pas mis à jour. C'est vrai qu'il n'est pas à jour, mais qui me pose pas de problème particulier. Mais bon, s'il n'est pas à jour, c'est qu'il est périmé, Maurice. Donc, ils t'ont pas dit bienvenue à la maison. Si, welcome home. Ils t'ont dit welcome home. Si, welcome home. Ils m'ont dit welcome home. Maurice. Oui, parce qu'ils m'ont dit welcome home parce que mon adresse est. Non, ils t'ont pas dit welcome home. Je te dis que si. Je crois que l'officier de l'immigration n'a pas pu te dire welcome home. Si tu présentes un papier français, français, c'est pas possible. Alors, est-ce qu'on doit faire ce que tu crois? Est-ce que tu veux? Attends, tu n'essaies pas le truc. Est-ce que tu veux entendre la réponse, ce que j'ai vécu moi, ou est-ce qu'on doit se dire que ce que tu penses toi, c'est vrai? Non, c'est pas ce que je pense moi, c'est que... D'accord, donc si tu veux entendre moi ce que j'ai vécu, puisque moi sur mon passeport, j'ai mon adresse américaine et j'ai un passeport et j'ai un permis de Louisiane, lorsque je me pointe tu veux m'écouter ou tu veux parler?
Moi, je veux bien te répondre, mais je suis pas obligé. Si tu veux que je te réponde, je te réponds. Si tu veux parler en même temps que moi, ça va pas marcher parce que tu sais que j'aime pas ça. Je sais que tu as le bouton, mais pardonne-moi. Voilà, tu vois, je n'ai pas appuyé. Je n'ai pas appuyé sur le bouton encore. Pour une fois. Ouais, ben tout est une question d'éducation. Si t'as l'éducation qui va bien, j'appuie pas. Si tu l'as pas, j'appuie. Ça te rend poli pour ceux qui écoutent. Donc je réponds à ta question. Lorsque j'arrive même aux États-Unis, quand je descends de l'avion, mon adresse est celle qui a sur mon passeport. Oui. Celle qui est sur mon passeport est une adresse aux États-Unis. J'ai un permis américain. Et lorsque j'arrive, en général, lorsque j'arrive, on me dit welcome home. Maintenant, tu peux te dire que non, je sais pas quoi, machin. Sur ton passeport français, tu dis que tu as ton adresse américaine? Voilà, sur mon passeport français, mon adresse est une adresse et mon adresse aux États-Unis. Oui, mais alors, j'ai un passeport français, il n'y a pas mon adresse sur la passeport voilà, français. donc toi, tu as un passeport français avec ton adresse en France, sans doute. Moi, j'ai un passeport français avec mon adresse aux États-Unis. J'ai un passeport, si tu veux bien m'écouter, j'ai un passeport américain, je suis américain, d'accord, avec mon adresse américaine sur mon passeport. Mais toi, qui as un passeport français, je suis désolé, dans les passeports français, on ne met pas l'adresse. Contrairement à ce que tu penses, contrairement à ce que toi, Laurent, tu imagines, je te donne une information, je t'apprends quelque chose que tu ne sais pas. Il y a des gens comme moi qui ont un passeport français avec une adresse aux États-Unis. Maurice, je t'écoute. Donc tu nous as dit que tu n'avais pas ton permis sur toi, son permis physique sur toi, ton permis de Louisiane sur toi. Je ne l'avais pas sur moi. Tu as montré une photo de ton permis de Louisiane avec ton adresse. Et j'ai mon passeport. Écoute, je vais pas te répéter 50 fois la même chose, Laurent. Je suis désolé si tu comprends pas bien quand on te parle, je vais pas pouvoir t'aider. Je suis pas ton docteur. Donc je te dis, j'ai mon passeport français à mon adresse américaine. Voilà. Et lorsque je ne suis pas américain, je suis français. Je suis français et lorsque j'arrive aux États-Unis, même si ça te déplaît, le douanier me dit en général welcome home. Le douanier, c'est l'immigration. Alors c'est un douanier lorsque j'arrive aux États-Unis, lorsque je débarque depuis la France, que j'arrive aux États-Unis, quand je vais voir le douanier, il me dit welcome home. Même si ça te déplaît. Qu'est-ce qu'ils te disent, Maurice, quand t'arrives aux États-Unis? Mais non, Maurice, t'as dû te tromper, Non, je ne me suis pas trompé, Laurent, parce qu'en fait, j'étais aux États-Unis avant toi. Rappelle-toi, moi, j'ai encore les courriers que tu m'avais envoyés lorsque tu as décidé de venir emboîter le pas lorsque je suis parti aux États-Unis. J'y étais avant toi, et donc ce que je te dis, c'est ça. Maintenant, tu peux ne pas le croire, et ce n'est pas grave, Laurent. Mais ce serait bien qu'on avance, qu'on passe à autre chose. Maurice, de toute façon, il est 6h20 ici aux États-Unis. Et ouais. Et je t'ai dit que je pouvais pas rester trop longtemps. C'est vrai. Je dois y aller. Donc justement, on retiendra les bonnes fins de journée à toi. On va laisser parler Marie au Vésinet. Laurent, à bientôt, reviens quand tu veux. Allez-y, et puis tu réécouteras. Donc je te le répéterai aussi souvent qu'il faudra. Mais oui. Et oui. Et oui, ça doit l'agacer. Je dis merde, j'ai fait tout pour devenir américain. À l'autre, on lui dit welcome home. Ça va être pénible. Allez-y, Marie, pardon. Oui, non, juste pour finir mon raisonnement. En fait, quand Donald Trump dit je ferai ça quand je reviendrai au pouvoir, les démocrates disent non, il pourra pas à cause des lois. Et lui, il dit, si les lois, tant pis, les lois ne m'empêcheront pas, j'ai pas les bons termes, mais l'armée locale ou pour le faire m'aidera à le faire. Et je me disais, quand on entend en France que toute la classe politique est unanime pour dire que ce sont les lois qui bloquent, quand il y a unanimité pour dire que les lois sont mal faites, pourquoi on passe pas au-dessus des lois? Moi, ça me pose question. Et je finis par avoir le raisonnement de Pascal qui dit, on se demande si sauf si je déforme ce que tu viens de dire, Pascal, mais on se demande si les lois sont pas faites pour rendre des choses impossibles ou pour servir un projet, par exemple immigrationniste. Bon, et là, ça rejoint les thèses complotistes, mais voilà. Oui. Un petit message de Claire. Elle a 53, elle est à Sarasota, Florida, USA, et elle dit ceci: bonsoir Maurice. Pascal a soulevé un point intéressant concernant la langue française qui est parasitée par la langue arabe.
Je me désole lorsque j'entends le mot kiffer utilisé à tout va et par de nombreux Français de toute origine sociale. Kader de Troyes me corrigera si je me trompe, mais ce mot signifie avoir du plaisir en prenant de la drogue. J'estime que la langue française est suffisamment pourvue de mots et qu'il est regrettable que les Français se laissent ainsi arabiser. Pensez plutôt à aimer, adorer, apprécier. Bonne émission, je t'embrasse et rock and roll. Kader, peut-être une... C'est ça, non? Oui, elle a raison. Tous les mots qui viennent de la drogue, hein. Pas spécialement sur tous les mots qui sont d'usage. Hein. Oui, attends, laisse Kader répondre. C'est kiffer, c'est ça? C'est ce que ça veut dire? C'est ça, c'est comme aussi alcool. Je lui demanderais de regarder l'étymologie du mot alcool. Non, mais kiffer, c'est avoir du plaisir en prenant de la drogue ou? Le kiff qui est la plante du cannabis, il y a dedans le kiff. Ouais, ok. D'accord, donc c'est un truc de la drogue. Marie, un petit truc en plus? Bah écoute, je vais revenir sur mon premier sujet en fait. Donc comme tu as ouvert l'émission en disant que Emmanuel Macron voulait absolument la guerre avec la Russie, moi j'ai envie de dire que tant que les gens qui sont en place, il y aura pas de paix. C'est clair et net. Il y a aucune volonté de paix et je voudrais quand même terminer rapporter ce que j'ai entendu de la version de Poutine. Moi j'écoute pas les complotistes, hein, j'écoute les dirigeants occidentaux, j'écoute Poutine, j'écoute les dirigeants en fait. Parce que j'essaie de comprendre ce qui se passe entre les dirigeants. J'écoute personne d'autre, ni les médias, ni j'écoute directement ceux qui dirigent en fait le monde. Voilà. Et en fait, Poutine il dit qu'il y a des accords de paix qui ont été négociés et qui n'ont pas été respectés. Il dit que ça fait 18 mois que la guerre aurait dû être terminée, qu'il y a eu des accords à Istanbul qui ont été avortés par Boris Johnson. Alors moi je peux pas vérifier, hein, évidemment, je suis pas dans les services. Et puis il dit aussi que la guerre devrait déjà être finie en fait. Il dit aussi que il dit que la guerre devrait être finie, mais il continue à la faire en fait. C'est juste ça quoi. Non, il dit que des accords de paix ont été mais enfin, il continue à bombarder il continue à bombarder l'Ukraine. C'est quoi? C'est une maladie qu'il a? C'est un problème? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? On peut faire quelque chose? Je dis que ce qui ressort à la fin c'est que en fait la Russie n'arrête pas d'essayer d'avoir des accords. Mais la Russie bombarde l'Ukraine tous les jours. Marie, tous les jours il bombarde l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il y a? Et le mec quand il te dit oui, on a signé des accords de paix, mais on n'arrive pas à ça. On est pris, on a envie de mitrailler, on mitraille, on attend qu'il y ait plus de balles pour rentrer chez nous. C'est plus fort que nous. Tu vois bien que c'est complètement absurde, Marie, de dire ça. Je trouve pas. Tu trouves pas que c'est absurde? Tous les jours, tous les jours, les Russes bombardent l'Ukraine. Tous les jours, chaque jour, toute la journée durant. Pendant qu'on est en train de parler, ils continuent à envoyer des missiles, des trucs pour tuer les gens. Et après, le mec il te dit oui, on a signé un accord de paix. Et toi, tu le crois, le mec? Tu dis ah oui. En fait, il continue à tirer parce qu'il dit aussi, l'Occident, arrêtez en Occident d'envoyer des armes en Ukraine et on fait la paix tout de suite. Il dit ça aussi. C'est immédiat. Donc dans 15 jours, si vous arrêtez d'envoyer des armes en Ukraine, Mais tu vois bien qu'il continue à tirer sur l'Ukraine. Tu comprends pas parce que s'il arrêtait de tirer sur l'Ukraine, parce que la guerre en fait elle se passe pas beaucoup en Russie, elle se passe essentiellement en Ukraine. Si jamais il ne tire plus sur les Ukrainiens ils vont tirer sur qui alors? Parce qu'en fait eux, les Ukrainiens, essentiellement, ils tirent sur les Russes qui sont chez eux, dans leur pays. Ils tirent pas sur Moscou. De temps en temps, ils envoient un petit truc de l'autre côté de la frontière, mais au sens général, ils canardent les Russes chez eux, dans leur pays, en Ukraine. Si les Russes arrêtent d'envoyer des bombes sur eux, et s'ils se retirent, les autres, ils ont plus personne sur qui tirer, donc ils vont arrêter de tirer. Ils n'ont pas de raison de tirer. Ils tirent pas pour tuer les gens de leur pays. Tu vois, il y a un moment, il faut aussi réfléchir un peu à l'information, même si tu écoutes le dirigeant, machin. Le dirigeant, quand il parle, il faut aussi écouter ce qu'il dit, essayer de comprendre ce qu'il raconte. Quand le mec te dit qu'il y a des accords de paix, que la guerre s'arrêterait, je sais pas quoi, s'il arrête de tirer et qu'il rentre chez lui, les autres, ils vont arrêter de tirer sur lui, puisqu'ils seront plus là. Il sera plus là.
Ils se défendent. Je pense personnellement que ça va pas s'arrêter de sitôt. Mais bien entendu que ça va pas s'arrêter. Non, ça va pas s'arrêter. Enfin, il me semble que le point d'ancrage, c'était surtout la Crimée, parce que ça leur donne une ouverture sur la mer, et ça leur donne beaucoup de facilité pour repasser sur leur oléoduc qui voulaient passer par la Syrie, mais comme ça n'a pas marché, il faudra bien le passer par ailleurs. Et donc, de toute façon, ça ne s'arrêtera pas. Et tant qu'en fait, ils n'auront pas obtenu la reddition de l'Ukraine, et ce que je pense qu'ils n'arrivera pas, et ils veulent absolument récupérer la Crimée parce que c'est le point d'ancrage et c'est surtout ça qu'ils veulent en fait. Et je pense que le gros point, ça sera de savoir est-ce qu'on leur lâche la Crimée ou pas. Ouais. Enfin, bon, on va se casser. On va se casser. Marie, tu veux ajouter quelque chose ? Non. Bon. Non. On va se casser, on va écouter la conclusion de Pascal à Paris. Donc quand on fait la conclusion, les autres se taisent, on laisse parler la personne et on s'en va. Et donc la personne qui fait sa conclusion ne relance pas de conversation. Non, je vais pas relancer. Merci pour cette soirée, c'était intéressant. Merci pour la musique aussi, parce que ça permet quand même d'aller au fond du couloir de temps en temps ou de boire un coup, ce qui est quand même pas si mal. Et puis la musique est toujours bien sympa. Donc merci pour ça. Et puis si je reviens pas d'ici dimanche, d'ici vendredi, puisque tu vas jusqu'à vendredi, votez bien et intelligemment, sans écouter Pierre-Paul Jacques. Faites-vous votre propre idée. Je reviens toujours sur mon maître mot. Le maître mot, c'est sens critique, quel que soit ce que vous disent les gens. Voilà. Bonne soirée. Bien envoyé. Merci Maurice. Et bonne nuit à toi. Merci d'être venu, Pascal, et reviens quand tu veux. La conclusion de Marie au Vésinet. Bon, merci Maurice pour ton accueil. Donc, je suis un peu déçue que tu psychiatrises mon cas. C'est assez violent, quand même. Je suis très déçue, en fait. Donc, mais au moins, les choses sont très claires. Voilà. Je trouve ça dommage. Bon, c'était pas la peine voilà, tout ça pour ça, quoi. Mais bon. Écoute, bonne continuation. Reviens quand tu veux, si t'as envie de venir. Rock'n'roll et bonne nuit à toi, merci d'être venu. La conclusion de Kader à 3. Ouais, merci Maurice. En guise de conclusion, je souhaiterais m'adresser à ceux qui ont des intentions de vote concernant expressément le Parti du Rassemblement National de Reconquête. Alors, je viens souvent à l'antenne, et depuis un certain nombre d'années, je vous dirais que depuis mon histoire, ma naissance en France, je suis moi-même stupéfait, horrifié par les actes de délinquance. Et ce que je souhaiterais souligner, c'est ne faites pas l'erreur de voter en pensant que tous les gens de souche maghrébine, pour prendre celle-là, ont tous l'intention ou le vœu de voir autour d'eux la violence se déchaîner. Nous sommes une société dans laquelle, et je suis citoyen français, je subis aussi, comme vous autres, les méfaits de cette violence qui s'installe, de cette immigration illégale qui vient s'installer à nos portes et qui crée ces tensions. Je souhaite juste que vous preniez le temps de vous poser la question: quel est le réel objectif d'un parti comme celui-ci? Est-ce qu'il résoudra le problème qui nous gangrène actuellement, ou est-ce qu'il l'accentuera? Je vous souhaite à tous une bonne nuit et je vous dis à bientôt. Ok, bonne nuit à toi, merci d'être venu. Et la conclusion de François à Paris. Ouais, Boris, écoute, déjà ça faisait un petit moment que je ne devais pas partager un petit moment avec toi, et c'était un vrai plaisir déjà. Tu n'as pas changé, toi non plus tu n'as pas changé, et bon, j'ai pas grand chose à rajouter à ce qu'a dit Kader. On n'est pas dans la même situation, mais on pense un petit peu la même chose. Moi voilà, pas très égoïstement, mais ouais, je pense aux mômes avec qui je bosse. Je suis pas parfait, j'essaie de leur apporter aussi un peu de culture, un peu d'ouverture d'esprit, etc. J'ai une petite fille de 12 ans et j'espère qu'elle vivra dans un monde relativement libre comme nous on a pu le faire, parce que je pense qu'on est presque de la même génération. Je crois que tu es un peu plus âgé que moi, mais pas de beaucoup.
Et on a pu profiter quand même d'une certaine liberté à la fois sur les ondes, sur ce qu'on a pu faire et ça, mais putain, qu'est-ce que c'est bon. Et ça, je veux pas qu'on le lâche et je veux pas qu'on le perde. Surtout par l'intermédiaire de la radio, des médias. Il faut des gens un peu alternatifs comme toi parce que ça nous manque dans cette situation et dans ces médias un peu chloroformés. Merci Maurice. Ok, bonne nuit à toi, merci d'être venu. J'étais ravi de passer cette soirée avec toi. Reviens quand tu veux, qui que tu sois, où que tu sois. Je salue celles et ceux qui étaient sur le chat. Et je te laisse avec une petite musiquette qui va te permettre de réfléchir, de méditer à ce qu'on s'est dit. T'en veux encore ? Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique. Maurice, c'est ton meilleur ami. Il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi. Maurice Radio Libre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens.